Donc je vais démarrer ce soir cette conférence sur un thème qui tourne autour du désir d'enfant et de l'horloge biologique. Pourquoi j'ai initié ce thème? Parce que bien souvent dans mon cabinet, je rencontre surtout des femmes, a priori, qui me consultent parce qu'elles sont à une période un peu charnière, je dirais entre 35 et 40. Et là, à ce moment-là, elles sont tiraillées entre une partie d'elles qui est pressée un peu urgemment pour faire des enfants, et une autre partie qui n'est peut-être pas encore stabilisée dans un couple, une relation avec un homme, et qui savent pas trop, veulent pas mettre la pression à l'homme bien souvent, ou alors elles se disent bon, peut-être que ça va pas être encore la bonne relation, hein, puisqu'aujourd'hui on vit une époque où bien souvent les jeunes entre 30 et 35, même les 25-35, anticipent le fait qu'il va y avoir une chute catastrophique à la relation amoureuse naissante. C'est-à-dire qu'ils partent dans une relation en imaginant la chute. Puisque il faut voir que la jeune génération est issue de l'autre génération, qui est plutôt la mienne, où justement il y a eu énormément de divorces, de couples en conflit, de séparations, des histoires pas possibles. Et donc cette jeune génération, elle a en tête que partir dans la relation amoureuse, c'est pas forcément fructueux et harmonieux jusqu'à la fin des temps, et donc anticipe l'échec amoureux, entre guillemets. Et c'est pour ça que ces femmes-là qui arrivent à une époque un peu charnière, comme ça, enfin à un âge un peu, sont tiraillées par leur horloge biologique. Et aussi, bon, est-ce que vraiment, comment je fais avec ça? Comment je fais avec ce désir d'enfant qui peut naître, vous le verrez dans mon développement, soit d'une mentalisation, soit d'un vrai instinct biologique de procréer, de laisser sa trace et son prolongement. Donc ces femmes, elles arrivent avec quelque chose de critique. Et vraiment, je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Il faut vraiment que je traite ce thème. Déjà pour mettre un éclairage, parce qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre ça. Il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment un thème d'actualité, il faut vraiment que je le dise, parce que beaucoup sont concernés, étant donné qu'on fait des enfants beaucoup plus tard maintenant. Il y a 20% des Françaises qui font des enfants à partir de 35 ans. Donc, ou qui n'ont pas eu d'enfants à 35 ans encore. Donc c'est quand même beaucoup, 20% qui n'ont pas eu d'enfants à 35 ans. Ça veut dire qu'elles ont peu de temps, en fait, 35-40. Après 41-42, ça commence à être... c'est possible, mais ça devient compliqué. Mais l'âge de la fécondité diminue entre 35 et 40. Et donc, voilà quoi, elles sont concernées par cette histoire de désir d'enfant. Et alors, est-ce que je vais en faire? Est-ce que je ne vais pas en faire? Et si je n'en fais pas, c'est ça qui est critique, c'est l'idée que je vais regretter toute ma vie, voire à la fin de ma vie, de ne pas avoir fait d'enfant, c'est-à-dire d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Et c'est là où souvent j'interviens en tant que psychologue, c'est parce qu'ici on va voir apparaître à l'idée que je vais regretter. Donc j'anticipe un futur catastrophe qui fait que j'ai une représentation mentale que sans avoir conçu un enfant, sans avoir éduqué un enfant, j'ai raté quelque chose, quoi. J'ai raté ma mission, je ne me suis pas accomplie, il va me manquer quelque chose. Voilà, on entend beaucoup ça. Donc, j'en ai une très récemment qui est venue me consulter sur ce sujet. C'est je vais regretter, si je ne me positionne pas maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, la question quand elles arrivent, c'est je fais quoi de ça? Est-ce que je fais un enfant? Est-ce que je priorise mon désir d'enfant? Et là, je me mets en chasse tout de suite pour trouver l'homme qu'il me faut. Donc là, c'est une stratégie à adopter, mais ça veut dire qu'elle se prononce sur une priorité. Ou est-ce que c'est pas ma priorité? Et puis, je peux laisser les choses aller. J'en rencontre un, et ben j'en fais un. J'en rencontre pas, et ben j'en rencontre pas. Et puis, c'est pas grave. Mais ça veut dire... si elles choisissent la deuxième position, la deuxième posture, ça veut dire être capable de lâcher l'idée qu'après je vais regretter. Donc ça veut dire cesser de vouloir tout contrôler, quoi.
Et ça, c'est pas gagné. Parce que quand elles arrivent chez moi, ces femmes-là, elles sont vraiment angoissées avec je culpabilise, je crois que je vais regretter plus tard et je veux pas mourir sans regret, un truc comme ça. Voilà. Et ça, c'est terriblement anxiogène parce qu'en fait, elles se font souffrir dans le présent avec ça. Alors, pourquoi y a-t-il une telle pression sur les femmes? Alors, moi, je parle surtout des femmes ici, pour l'horloge biologique et le désir d'enfant, parce que ça les concerne plus, à mon avis, c'est elles qui portent les enfants. Mais ça concerne aussi, ça peut concerner aussi des hommes d'un certain âge, en général vers la quarantaine, qui en ont pas encore fait et qui se disent ah voilà, j'aimerais bien aussi faire un enfant, être père, voilà. Mais c'est souvent plus mentalement que dans les tripes, parce que chez les femmes il y a quand même quelque chose. Quand elles sont poussées par leur tripes comme ça, elles ont des signaux, quoi. Elles ont vraiment, par exemple, elles voient des images de bébés, elles voient des bébés dans la rue, elles s'arrêtent. Enfin, il y a un truc qui est, je le sens, je sens que j'ai envie d'être remplie aussi, être enceinte, être remplie. Ça peut être aussi, quand je fais l'amour, ben voilà, j'ai qu'une envie, je visualise ce bébé à la conception. Donc c'est un truc assez instinctif en fait, assez tripal, on pourrait dire ça comme ça, et qui à mon avis est quelque chose de l'ordre biologique, de notre manière d'être formaté. Donc est-ce qu'il y a à lutter contre ça? J'en sais rien. En tout cas, ça existe, et peut-être c'est plus mental chez les hommes. Mais ça existe aussi. Il y a des hommes qui ont aussi envie d'avoir des enfants et qui n'en ont pas fait, et qui se disent ah là là, si jamais j'en fais pas, j'aurais raté ma vie, j'aurais pas été père, c'est la fin du monde. Voilà. Et d'autres, pas du tout. Pareil pour les femmes. C'est moins fréquent chez les femmes de lâcher prise avec cette histoire de faire des enfants, mais ça existe aussi. Je vous rappelle quand même qu'il y a des femmes connues même, admirables, genre Simone de Beauvoir, Camille Claudel, d'autres aussi qui sont peut-être moins connues, et qui n'ont pas fait d'enfants, et qui ont fait des œuvres par contre, qui ont laissé des traces magnifiques, et qui n'ont jamais été tristes ou en regret de ne pas avoir eu d'enfants. Donc c'était pas leur souhait. Et je vous rappelle qu'à une autre période, à une époque plus antérieure, les femmes qui n'étaient pas destinées au mariage, à enfanter, à cette époque-là, elles partaient dans la voie religieuse, c'est-à-dire c'était souvent des nonnes. Donc là, elles épousaient Dieu, et il n'y avait pas de problème, elles n'étaient pas stigmatisées. Alors qu'à cette même époque, les femmes qui n'étaient ni dans le mariage, dans l'institution du mariage, ni dans la voie de Dieu, elles étaient stigmatisées. Donc après, il ne leur restait plus qu'à être comment on les appelle, là, celles qui faisaient les prostituées ou les... Les novices, je sais pas, les péripatéticiennes. Non, ça c'était les... Non, alors il y avait celle-là, mais celles qui étaient celles de luxe, là, celles qui faisaient dans les boudoirs, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les libertines, voilà, c'est ça. Donc elles étaient valorisées. Mais les autres, non. Alors, toutes celles qui étaient ni dans l'institution du mariage, ni dans la voie de Dieu, ni des religieuses, elles étaient des moins que rien. Donc il faut voir que la femme revient de loin avec cette histoire de si j'enfante pas, si je ne suis pas dans le cadre, je suis une moins que rien, je suis une ratée, je suis un rejeton de la société, je suis exclue, quoi. Donc il y a cette pression sociale et cet héritage qui est un héritage religieux, qui est un héritage moral, qui est un héritage sociétal, qui est un héritage aussi économique, puisque les femmes, si elles partaient dans l'institution du mariage, ça arrangeait bien tout le monde. C'était aussi d'un point de vue politique et économique qu'il fallait les consacrer à la famille. Donc ça arrangeait qu'elles étaient casées ou chez les religieuses ou dans l'institution du mariage, en fait. Ça arrangeait tout le monde. Mais du coup, ça a généré, en termes d'hérédité, d'image sociale, une pression sur ces femmes, comme quoi, voilà, si je n'enfante pas, ben voilà, qui suis-je, quoi, je suis moins que rien. Et du coup, c'est resté en trace dans nos mémoires cellulaires. Moi, je pense qu'il y a ça en trace. Il y a vraiment, indépendamment de ce truc biologique qui est oui, j'ai envie de procréer pour laisser ma trace, pour laisser mon prolongement, le prolongement de moi-même, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est des êtres sapiens et fabriqués pour la survie de l'espèce. Donc si on procrée, ben, on génère de la on fait quelque chose pour la survie. Donc on pourrait dire qu'on est fabriqué pour procréer. Ça, c'était aussi dans la religion catholique qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais néanmoins, il peut y avoir
autre chose que ça, il n'y a pas que le biologique. Hein. Toute cette pression sociale, morale, religieuse, éthique, bonne conduite, hein, les femmes de bonne conduite ont des enfants, les femmes de mauvaise conduite n'ont pas d'enfants, enfin, etc. Ça donne quand même, ça laisse une mémoire énorme, je trouve. Je pense qu'il y a des antécédents qui pèsent sur nous comme ça au niveau transgénérationnel et qui éduquent notre mentalité, qui fait qu'on est prisonnière de ce schéma qui est il faut enfanter. Et si tu n'enfantes pas, ben voilà, t'es quoi, ta vie ne fait pas sens. Donc aujourd'hui, on voit encore ça. Hein. Vous voyez que les photos de stars avec leur ventre rond, leurs poussettes, voilà, elles sont toutes là dans les photos, là dans les médias, pousser des bébés, on voit leur ventre comme ça, avec des grands sourires, etc. Donc voilà, il me faut un job, c'est génial, il me faut un bébé, après c'est génial, il me faut une carrière, il me faut une maison, il me faut ceci. On est beaucoup aujourd'hui dans notre société avec plus je montre que j'ai tout, que je réussis tout, plus je suis une femme accomplie ou un homme accompli. Et donc il faut démontrer hein, qu'il faut en mettre plein la vue, quoi. Et si j'en mets pas plein la vue, si je n'ai pas le bébé, la maison, le mari, le job génial, la carrière, naninana, voilà, je me déprécie et je n'ai pas de valeur. Et ça c'est triste. C'est vraiment quelque chose de terrible qui est lié à l'accomplissement. Hein. Ici, on est dans la période, il faut s'accomplir. Et s'accomplir passe aussi par réussir partout, y compris sur le plan familial qui est je fais un bébé et j'ai un mari et j'ai une jolie maison. Moi j'appelle ça la petite maison dans la prairie. Ça fait très chic sur le CV. Alors si j'ai pas ça, ben voilà. Je ne suis pas comme les autres, hein, je suis exclue, je ne suis pas comme les autres, les copines elles réussissent pas moi, et du coup je me compare et je me dévalue et je peux commencer à souffrir de ça et à me dire ah mais si j'ai pas réussi à faire d'enfant alors qu'il est déjà à 35, 37, 38 ans, bah dis donc, alors après on entend, je vais finir ma vie toute seule, c'est à tous les coups, et donc seule, moche, dégradée, vieillissante et sans enfant, et alors là j'ai tout raté. Là, c'est au secours, quoi. Et c'est ça, en fait, dans leur tête de ces femmes entre 35 et 40, là, que je vois arriver au cabinet. C'est, oh là là, si je ne fais pas d'enfant maintenant et si j'en fais pas après, eh ben voilà comment je vais terminer. Donc, il y a une anticipation dans le futur d'une catastrophe singulière. Mais là, je l'ai dit, mais arrêtez, revenez là, présent, remettez-vous ici, parce que vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que vous allez finir seul, pas seul, avec des enfants ou pas enfants, peu importe, mais vous n'en savez rien. Mais il y a tout de suite une anticipation négative qu'une femme qui n'a pas d'enfant et donc qui ne serait pas soutenue par un homme, protégée par un homme, plus qu'une femme qui a des enfants qui a priori serait plus soutenue par un homme, enfin c'est pas garanti, va finir seule et va se galérer voilà, dans une solitude détresse. Ça c'est anticipé comme ça. Et c'est vraiment très, très classique comme image ça. Hein. Donc après il va falloir lutter contre cette image qui est préconçue. Voilà. Alors pour Freud, Freud disait que la symbolique du pénis manquant chez les femmes, c'était d'avoir un enfant pour accomplir son désir de toute puissance. Parce que comme les femmes n'ont pas de pénis, bah voilà, ça passait par le fait de fabriquer un enfant, d'un coup elles se sentaient toutes puissantes. Pourquoi pas, hein. Mais parce que les hommes ils n'ont pas besoin de faire des enfants pour se sentir tout puissants. Bon, moi je veux bien, mais je pense pas que ce soit, personnellement, je pense pas que ce soit tout à fait ça aujourd'hui. C'est plutôt l'idée, l'image qui est véhiculée, comme quoi, voilà, il faut s'accomplir, s'épanouir et s'accomplir. Et sinon, on va regretter, on a raté le coche. Et surtout, c'est comme si on ne s'exécute pas sur cette mission de faire un enfant ou des enfants, à ce moment-là, notre vie n'a pas de sens. On est sur la quête du sens ici. Je dis ça parce que j'ai une patiente là, bah voilà, dans cette tranche d'âge 30-35 là, et qui se dit je veux absolument faire un enfant maintenant, parce que c'est vrai que l'âge de fécondité diminue. Hein. Plus le temps passe, à 20 c'est mieux, à 30 c'est moins bien déjà, et à 35-40 c'est de moins en moins bien. Et donc elle me dit, mais moi si je ne me décide pas et je ne me positionne pas pour faire un enfant maintenant dans les 5-10 ans qui viennent, ma vie n'a pas de sens. Et ça c'est terrible. C'est terrible de se raconter l'histoire. Pour moi c'est là la souffrance, hein, de se dire il faut que ma vie ait un sens.
Et pour que ma vie ait un sens, je vais avoir une représentation mentale que ça doit passer par exemple ici c'est faire un enfant. D'autres vont me sortir, moi ma vie a un sens si et seulement si je suis reconnue dans la société par mon statut social. Donc d'autres vont me dire, des femmes, ça peut être des femmes qui vont me dire voilà moi ma vie n'a du sens que si et seulement si je suis aimée des hommes. D'autres, ma vie a un sens. Enfin, voilà. À quel endroit on met du sens à sa vie? Et alors après, c'est une fixette. C'est une fixette. Parce que la personne qui est souffrante, elle ne peut pas démordre de ça. Et c'est terrible, hein? C'est-à-dire qu'on m'enlève ça, ma vie n'a pas de sens. On m'enlève ce truc d'enfant, j'ai raté ma vie. Voilà. Bon, alors, vous imaginez? Et ça, c'est l'origine de la souffrance. Hein. C'est à l'idée que... à l'idée que j'ai pas fait d'enfant, ma vie n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, si cette femme a des enfants, si elle réussit à fabriquer des enfants, soit parce qu'elle trouve un homme qui passe par là et ça tombe bien, il veut bien être le géniteur, soit parce qu'elle fait une FIV, soit parce que elle adopte un enfant, ou alors elle adopte un enfant, bref, si elle se débrouille pour avoir des enfants, de toute façon il y aura un surinvestissement. Son énergie sera surinvestie par rapport à ce qui est bon d'y mettre. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes d'investissement, parce que qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui surinvestissent la fonction mère, par exemple? Eh bien, quand les petits, là, qui ont grandi, s'en vont du nid, et alors, maintenant, elle fait quoi? Voilà. Du coup, elle retombe dans un vide, et ma vie n'a plus de sens, parce que ma vie, le sens, c'était les enfants. Donc, je me suis sacrifiée pour les enfants, et maintenant, je suis dans le vide complet. Donc, il va falloir retrouver du sens à sa vie en passant par autre chose. Et c'est reparti, mon kiki. Donc, c'est très souffrant, à l'origine, de se faire une représentation sur ça, c'est le sens de ma vie, point barre. Voilà. Et d'ailleurs, vous pourriez même remonter encore en amont pour vous demander à quoi ça vous sert de donner du sens à votre vie. Est-ce que c'est pour soutenir l'insoutenable de l'existence? Moi, j'en sais rien, je me pose la question. Hein. Mais franchement, pourquoi certains sont omnibilés par « il faut donner du sens ». Parce que si je ne donne pas de sens, je ne me sens pas vivant et c'est insupportable de rester sur Terre. Donc il faut ce qu'on appelle la thérapie par le sens. Hein. Bon, il y a des gens qui sont thérapeutes par donner du sens à la vie. Donc on voit bien que, et là je reviens sur le thème du désir d'enfant et de l'horloge biologique, c'est que certaines personnes sont complètement coincées dans cette histoire de « ah bah maintenant c'est l'heure, hop là, maintenant c'est l'heure, demain c'est trop tard ». Donc ça fait sens. C'est ma priorité. Et moi, je suis pas contre, à la limite, que ces personnes ou ces femmes-là me disent « bon, bah maintenant, c'est l'heure, c'est ma priorité, voilà, je peux pas m'en passer, c'est ça, c'est le sens de ma vie, c'est le sens de ma vie ». Alors, si elles sont vraiment dans cette dynamique, à ce moment-là, moi, je les questionne toujours. Je leur dis « bah alors, attendez, si c'est vraiment le sens de votre vie et que vous pouvez pas lâcher l'affaire, eh ben, la priorité, c'est de trouver un mec et de faire un gosse tout de suite, quoi. Entre 35, elles ont en dessous entre 37 et 40 ans. Voilà, elles sont à la limite, quoi. Donc, allez-y. Ah oui, mais c'est compliqué parce que, voilà, si j'en rencontre un, je veux pas lui mettre la pression. Voilà, parce que ça va faire fuir le mec. Ce qui n'est pas faux. Hein. En général, pourquoi? Parce que les hommes, ils n'ont pas envie de se sentir instrumentalisés, objectivés par une femme qui passe par là et qui veut la gripper juste pour le géniteur. Ça fait pas très classe, quoi. Hein, donc très souvent, ou alors il y a beaucoup d'hommes qui entrent dans cette période, qui ont plutôt 30, 40, soit ils ont déjà eu des enfants, ils n'ont pas envie de remettre des couches culottes, soit ils se disent oh là là, j'ai 40, 45 ou 50 ans, je vais avoir un enfant sur le tard, j'aurai 70 ans quand il aura 10-12 ans, j'ai pas tellement envie, quoi. Donc il y a beaucoup d'hommes qui seraient des... Ouais, ça fait fuir, quoi, quand ils sentent qu'il y a la pression de la femme, l'urgence, vite, 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 il faut faire un enfant maintenant. Donc il y en a plein qui ne sont pas très enthousiastes par rapport à ça. Voire des phobiques aussi, qui peuvent être phobiques de l'engagement et qui vont se dire pourquoi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent se dire bon, elle veut peut-être me mettre le grappin dessus pour faire un enfant, et puis deuxièmement, bon, même si à la limite je suis assez partant, pourquoi pas, point d'interrogation, faire un enfant, voilà, pourquoi pas refaire ma vie, refaire des enfants avec cette femme si je l'aime, mais à condition que je l'aime. Ça veut dire de prendre le temps d'observation pour vérifier la sécurité sentimentale. Si vraiment il y a quelque chose qui se matérialise en termes de sentiments.
et qu'il y a une forme de stabilité qui apparaît, parce que sinon ils se disent attends, je vais pas dans 3 mois faire un enfant avec elle pour que le couple capote dans 6 mois, 1 an, et qu'elle parte avec le gosse. Parce que bien souvent encore, on le voit en France, hein, c'est quand même majoritairement les femmes qui ont en charge les enfants et pas les hommes. Donc les hommes, ils ne veulent pas se sentir otages de ça. Donc très souvent, ils freinent, pas tous, hein. Soit on voit des hommes qui freinent des cas de fer et qui sont suspicieux en disant oh là là, attends, moi faire un enfant, c'est pas sous la pression, c'est pas en me mettant la pression que je vais en faire. Donc du coup, ça veut dire pour ces femmes-là qui sont en urgence, ça veut dire retarder encore de 6 mois, 8 mois, 1 an, non, mais elles sont pressées parce que voilà, parce qu'elles sont pas sûres qu'après ça va encore marcher vu la diminution de la fertilité. Ou alors il y a des hommes qui veulent s'engager. Il y a le contre-pied de ces femmes-là qui sont en urgence. Il y a des hommes en urgence, ils sont moins nombreux, mais il y en a qui voient le temps passer, comme je l'ai dit au début de ma conférence, qui ont envie de s'engager et qui cherchent des femmes pour s'engager sentimentalement et parfois pour faire des enfants, parce qu'ils n'en ont pas encore fait. Et en tout cas, on peut trouver aussi l'inverse chez les hommes, des hommes qui veulent des femmes pour s'engager et qui disent ne pas en trouver, qui trouvent des consommatrices. Donc on trouve des deux côtés. C'est plus fréquent chez les femmes, je ne trouve pas un homme pour s'engager et pour faire un enfant avec moi, que l'inverse. Mais l'inverse existe aussi. Voilà. Donc c'est plutôt amusant de voir tout ça. C'est quoi une consommatrice ? Consommatrice, c'est une femme qui consomme les hommes et qui n'a pas envie de se stabiliser, qui fait un peu le papillon, quoi, qui n'a pas envie de construire. Voilà. C'est l'engagement, hein, c'est construire, bâtir un couple. Donc en général, on dit plutôt que les femmes ont envie de bâtir. Pourquoi ? Parce qu'elles ont envie du nid, du cocon et de la sécurité, hein, et d'être protégées par l'homme qui va la soutenir. Et on dit souvent que les hommes sont moins là-dedans, sont plus des phobiques de l'engagement. Donc, mais il y a un parallèle, il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être envahies, encombrées par un homme, prisonnières d'une sécurité, qu'on leur prive de leur liberté, etc. Et on voit apparaître aussi sur le marché maintenant justement cet antinomisme entre une partie des femmes et des hommes qui veulent garder leur liberté et une partie qui cherche la sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on entre en couple, on entre dans les couples pour faire des enfants plutôt vers 30-35 ans maintenant. On commence à faire des enfants vers 30-35 ans. Hein. Et, alors qu'avant c'était à 20, 25... voilà, maintenant le temps s'est décalé. Hein. Donc pourquoi est-ce que ça se décale comme ça dans le temps, le démarrage des entrées en famille? C'est parce que justement, il y a ce temps d'observation. On veut s'observer parce qu'on anticipe la rupture, on veut observer les sentiments, mais on veut aussi ne pas se priver. Ne pas se priver de liberté, donc vivre des choses dans le couple. On n'a pas envie de s'emmerder avec un gosse tout de suite au milieu, hein. On veut chacun vivre des choses épanouissantes, faire des choses improvisées à deux, avoir ses amis, s'amuser, s'épanouir quoi en fait, hein. On est dans le culte de l'épanouissement, donc avant d'être coincé entre guillemets avec un enfant où il y a beaucoup de contraintes, on dort plus les nuits, enfin bon, ça revisite complètement, ça change les données du couple. À 3, c'est plus du tout pareil qu'à 2. Donc il y a beaucoup de jeunes couples aujourd'hui qui n'ont pas envie de démarrer trop tôt parce qu'ils ne veulent pas se priver de cette liberté et qui trouvent sympa leur vie à 2 comme ça, avec leurs amis, etc. Et puis aussi, il faut voir que il y a aussi des femmes et des hommes qui se disent je ne suis pas sûre que notre couple, bon là ça a l'air d'aller, mais peut-être après ça va plus être pareil. Voilà. Et pour les hommes, il y en a qui se disent ouais, mais si je fais un enfant avec elle, alors que ça fait déjà peut-être 5-6 ans que je suis avec elle, par exemple, tiens, est-ce que le fait de faire un enfant, est-ce que ça va pas est-ce qu'elle va être trop proche de l'enfant et ne pas me donner ma place, par exemple. Donc il y a des hommes qui n'ont pas forcément envie de faire des enfants, même s'ils sont avec une femme, parce qu'ils sont jaloux, quoi. Ils ont peur d'être rejetés, quoi. D'être pas, qu'elle s'intéresse plus à l'enfant qu'à lui. Et donc ça, c'est aussi des bonnes raisons pour lesquelles certains hommes qui sont en couple ont un désir d'enfant tiède, en fait. Ils sont bof, quoi, par rapport à ça. Ils ne sont pas très partants. Parce que c'est ce que reprochent les femmes à l'heure actuelle, hein. Les hommes n'ont pas forcément envie de faire des enfants. Donc elles ont souvent du mal à trouver des géniteurs, en fait.
Les périodes changent, les mœurs évoluent et on n'est plus dans les mêmes cultures. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, les gens se mariaient, c'était des mariages arrangés, ils ne se posaient pas cette question. Ils étaient là pour faire des familles, des enfants. Il y a une certaine époque, mais c'était à l'époque de nos grands-mères, ça. Voilà. Donc c'est une question de féminité, celle de faire des enfants. C'est aussi, ça passe par si je fais pas d'enfants, mon identité de femme. Est-ce que je suis une femme, pas une femme? Peut-être certaines vont se dire je ne ressemble pas à une femme si je ne suis pas passée par la maternité. C'est-à-dire que la féminité passe par la maternité et par l'identité de la maternité. Donc voilà, ça peut être vraiment encore une représentation, parce que tout ça c'est encore un schéma mental. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça peut être questionné, ça. Est-ce que c'est vrai qu'en tant que femme, mon identité de femme passe par la maternité? Bah, j'en sais rien, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être une femme sans passer par la maternité? Moi je pense que oui, mais bon, ça serait bien d'avoir sa propre idée là-dessus. Mais je pense que c'est un peu réducteur de dire si je ne suis pas mère, je ne suis pas femme. C'est un peu rapide comme... Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, qui se disent si je ne suis pas... Et notamment dans les... Alors ici en France ça va à peu près, hein, mais je pense que dans certains pays traditionnels, de culture traditionnelle, alors ça ne le fait pas du tout. Hein. Si je ne suis pas une mère, je ne suis pas une femme. Voilà. Donc les pauvres, elles n'ont pas le temps de réfléchir, on ne leur demande pas leur avis d'ailleurs. Hein. Voilà. Ensuite, il y a des femmes ici, mais ça c'est plus culturel, qui ont peur aussi. On est beaucoup dans une société de l'image. Donc celles qui ont... Alors il y a celles qui ont vraiment envie de faire des enfants et qui sont inquiètes à l'idée de regretter de ne pas en avoir fait. Et il y a celles qui au contraire se questionnent, qui se disent « Oh là, faire des enfants, ça va être compliqué ». Parce que mon image, l'intégrité de mon image, je vais être amochée à l'accouchement, ou je vais avoir des vergetures, je vais avoir un ventre distendu, je vais avoir des abdos, c'est terminé les abdos, voilà, comment vais-je rester désirable? Donc il y en a certaines, non mais rigolez pas, il y en a certaines qui sont là-dedans et qui se disent vraiment, oulala, si je perds le look et si je suis plus désirable, je n'ai plus de valeur, je ne suis plus rien sur le marché. Donc faire des enfants... pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, puis à un moment donné, pas tout de suite, 35, 36, 37, 38, à un moment donné, ou c'est urgent ou c'est pour jamais, quoi. Hein, voilà. Voilà, ce que je peux dire aussi sur le sujet, c'est que parfois il y a une partie de la personne qui a envie de faire un enfant, consciemment, et une partie qui n'en a pas du tout envie. Ou l'inverse. Ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie de faire un enfant, mais qui en fait... Alors consciemment, mais qui au fond on en a vraiment envie. Donc on voit des choses un peu bizarroïdes arriver des fois au cabinet. C'est je dis une chose, mais au fond je ne veux pas m'avouer, en étant honnête, qu'au plus profond de moi j'ai vraiment envie de faire un enfant. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, mais en fait j'en veux un. Ou alors j'en veux, mais au fond qu'est-ce que je serais libre si j'en avais pas, quoi. Mais mes parents m'ont dit que voilà, sans enfant ta vie ne sera pas bonne, tu n'es rien si tu n'es pas une mère, ma fille, enfin bon, des tas de machins comme ça qui font qu'elle arrive avec des conditionnements qui ne sont pas les siens, et donc du coup elle a peut-être pas forcément envie, cette femme, de faire des enfants, mais elle se raconte l'histoire qu'il faut qu'elle en fasse. Donc on voit beaucoup de... Voilà, c'est bien de clarifier un peu quand je vois arriver ces configurations, parce que souvent elles ne sont pas très claires avec au fond du fond, est-ce que j'en ai vraiment le souhait au plus profond de moi? Alors elles s'interrogent, mais il y a beaucoup de mentalisation, hein, de représentation sur le bien, le mal, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Ah oui, ce que j'avais marqué aussi, pourquoi est-ce que les femmes veulent faire des enfants sur le tard et sont vraiment inquiètes à l'idée de ne pas en faire. Donc c'est l'idée de laisser une trace souvent. Elles me disent, parce que quand je les interroge, elles me disent moi je veux laisser une trace. Ah bon, c'est quoi laisser une trace? Oui mais si, parce que laisser une trace ça veut dire c'est me prolonger. C'est faire des enfants, c'est faire des choses qui sortent de moi, de mon ventre, et ça va faire des petits bouts comme moi. Bon, je vous le fais en résumé, hein, mais c'est un peu ça. Ça va faire des choses qui me ressemblent. Voilà, c'est ma lignée, voilà. Donc en fait, entendez derrière, c'est mon prolongement. Il faut que je laisse une trace sur Terre. Voilà, prolongement biologique.
Donc c'est amusant, enfin moi ça m'a toujours amusé de voir, de questionner ça. Et qu'est-ce qui se passe pour vous si vous ne vous prolongez pas? En quoi c'est grave? Ah bah si, c'est grave parce que c'est vachement important. Voilà, alors après il y a tout un... Alors pour moi c'est un trip égotique ça. Je suis d'accord pour tout, ça ne me dérange pas hein, que chacun pense comme il veut penser, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le trip égotique pour moi, c'est le moi-je qui se gonfle, qui s'hypertrophie et qui se prend au sérieux et qui se prend pour quelque chose d'important. C'est-à-dire, je veux contrôler, je veux m'accomplir, je veux laisser un prolongement de moi-même sur la terre, voilà, hein, et le jeu devient important comme ça. Voilà, ça donne une importance au jeu. Alors, pourquoi pas, hein, mais en même temps, si vous regardez que vous êtes dans l'univers, rien. Voilà. Un grain de poussière, c'est beaucoup déjà. Vous êtes rien, hein, hein. Et donc à partir de là. Est-ce que c'est pas rassurant de se raconter cette histoire égotique comme quoi je vais faire du prolongement, je vais me prolonger, je vais laisser une trace. Alors chez les hommes, la trace en général, c'est pas tant la filiation, ça l'était à une époque antérieure, ils laissaient des enfants, des aînés, l'aîné, machin, l'héritage et tout. Mais maintenant, pour les hommes, c'est plus une trace, non pas héroïque, mais un statut social. Hein, je vais avoir un poste à responsabilité, des signes extérieurs de richesse. Là, j'ai du pouvoir et je laisse une trace, alors que ou une œuvre, quelque chose comme ça. Alors que pour les femmes, c'est souvent laisser une trace, c'est laisser des enfants. Voilà. Donc pourquoi pas? Mais moi en général ce que j'aide, enfin ces femmes-là je les aide, surtout si elles sont très proches de la quarantaine et qu'elles sont à deux doigts de ne plus pouvoir en avoir, de les aider à faire un deuil de cette histoire de désir d'enfant. Parce que à quoi ça sert pendant des jours, des heures jusqu'à la fin de sa vie de passer son temps à regretter? Ça c'est la souffrance, c'est le regret, hein. Je me culpabilise, je regrette, et donc je me fais souffrir, parce que la culpabilité, c'est 70% de la souffrance humaine. Ça sert à quoi de regretter ce qui n'a pas pu se faire? Donc, si ce n'est à se faire souffrir. Donc, ce truc du prolongement, il est aussi intéressant de le questionner, c'est-à-dire de déconstruire ces idées toutes faites pour arrêter de souffrir. Et c'est vrai, je me prolonge si je fais des enfants, bah certes oui, mais bon, et peut-être bien que non. On prolonge, en quoi c'est important de se prolonger? Bon, voilà. Donc vous pouvez vous questionner. Une autre des raisons pour lesquelles les femmes sont très mal à l'aise si elles ne font pas d'enfants, c'est le regard des autres. Pas que de la société, mais de leurs proches. Si tu ne fais pas d'enfants, elles sont critiquées en fait. Elles sont jugées, méprisées, critiquées. Voilà. Elles ont fait les copines, les cousines, les tantes, etc. Elles ont fait des enfants et pas elles. Donc elles sont des moins quelque chose, quoi. Et donc ces femmes-là ont peur d'être critiquées par leur famille, par leurs proches, par leurs copines. Mais il ne faut pas oublier que quand on est critiqué, on est jalousé, on est envié. Souvent. Parce que c'est comme si tu ne rentres pas dans la norme. Et donc, rentrer dans la norme, c'est sécurisant. Si tu n'es pas dans la norme, t'es un mouton noir. C'est pas normal. Tu dois faire comme nous. C'est bien de faire comme nous. C'est adapté. C'est ton bien. On te veut ton bien. Donc, on veut que tu fasses partie du clan. Et à ce titre-là, c'est bien que tu fasses un enfant. Nous, on en a fait. Tu dois en faire. Enfin, c'est bien que tu en fasses. Et c'est terrible parce que cette pression, elle peut être très prégnante chez certaines femmes qui ont très peur du regard des autres. Certaines qui sont plus... qui ont travaillé sur elles, souvent, elles assument plus. Donc elles sont moins influençables par le regard des autres, elles s'en foutent en fait. Elles se disent bon bah voilà, on m'évalue comme on veut, on me critique, on me critique pas, moi j'assume la vie que je mène, avec ou sans enfant, peu importe. Mais pour certaines c'est très difficile de se débarrasser du regard des autres, c'est-à-dire de la dépendance au regard des autres. Donc je me mets la pression, mais surtout je laisse la pression des autres, je laisse le regard des autres m'influencer. Et là j'en souffre. Donc c'est vraiment important pour celles qui
doit faire un deuil du désir d'enfant, bah justement d'arrêter de se laisser contaminer hein, par le regard des autres, de leurs proches, de leur famille, parce que les autres, c'est pas, ma vie n'est pas dans tes mains, ma vie c'est ma vie, ta vie c'est ta vie, tu peux pas, t'es pas en moi, donc tu sais pas ce que je vis au fond. C'est pas parce que j'ai des enfants, une famille, machin, que je suis forcément heureuse. Force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans des cadres familiaux avec des enfants, c'est une catastrophe, enfin c'est pas du tout, ça capote quoi. Il y a beaucoup d'échecs de relations amoureuses qui capotent. Donc c'est pas le bonheur et l'harmonie assurée, le fait de faire un enfant et de trouver un homme et de se mettre en couple. Mais ça peut marcher aussi. Je veux dire, il y a les deux qui sont possibles, mais c'est pas garanti. Donc, si les copines d'à côté ou les voisines ou les cousines disent ah mais non, si tu fais pas d'enfant, t'as raté ta vie, il faut que tu fasses comme nous. Ah oui, bon d'accord, mais ça veut pas dire que t'es plus heureuse. Et je les fais toujours réfléchir ces femmes-là en disant mais regardez, intéressez-vous au jeu, enfin derrière les apparences. Vous regardez dans les apparences, vous avez l'impression que vos copines, elles sont mariées, elles ont des enfants, tout va bien pour elles, elles ont un enfant, elles ont une maison, elles ont un boulot, enfin tout est parfait. Mais c'est archi faux quoi. Allez regarder derrière les apparences. Si vous les interviewez et que vous étiez une petite souris là, qui espionnait chez elle dans la journée, le soir, etc., vous verrez que ce ne sont que des apparences. Elles sont en galère comme tout le monde. Personne ne vit une vie parfaite. Et donc cette comparaison cette comparaison qui est moi j'ai une vie moins bonne que celle de ma cousine ou de ma copine qui elle a réussi un couple avec des enfants, bah ça c'est vraiment une manière aussi de se faire souffrir. Parce que ça ne veut pas dire du tout que c'est mieux que ce que je vis, que ce que tu vis, etc. Et tout ça, c'est des schémas à déconstruire. En tout cas, pour aider celles qui sont à deux doigts de faire un deuil, d'arriver à faire ce deuil, de lâcher prise avec cette histoire de faire des enfants et de rater sa vie, et de les remettre dans un chemin qui serait bah, tu fais pas d'enfants pour des raisons XY, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ce qui est, en tout cas, c'est ce qui se présente au jour d'aujourd'hui, et peut-être que tu n'en adopteras pas parce que ça ne va pas marcher, et peut-être que tu n'en feras pas, mais à ce moment-là, c'est important de lâcher prise. Lâcher prise, c'est faire un deuil. Et faire un deuil, c'est accepter que ce qui est. Et ça veut dire déconstruire toutes les représentations comme quoi, sans enfant, tu n'es pas accompli, tu n'as pas réussi ta mission sur Terre. Voilà. Et je rappelle toujours à ces femmes-là que ce qui peut les aider aussi, c'est de trouver des modèles de femmes dans leurs proches, hein, ou des personnages qu'elles connaissent, qui sont des femmes qui se sont réalisées, hein, indépendamment du fait d'avoir un enfant, que c'est pas la fin du monde, quoi. Et donc il y en a qui sont très heureuses et qui décident aujourd'hui de ne pas faire d'enfants, et on le voit beaucoup plus, des hommes et des femmes d'ailleurs, mais surtout des femmes, parce qu'elles se disent « Oula, vu l'ambiance actuelle au niveau de la Terre et du monde, on va peut-être pas faire des enfants tout de suite, parce que là, nos pauvres enfants, ils vont galérer, vu ce qui se passe, le réchauffement climatique, la pollution, enfin tous les problèmes, la violence, titata. Oh là là, faire des enfants, on va peut-être pas repeupler la Terre, vu qu'il y en a assez comme ça des gosses, on va pas en rajouter des couches. » Donc il y a c'est quand même assez fréquent ce discours-là, et on voit des femmes, même relativement jeunes, hein, qui ont ce discours-là et qui n'ont pas forcément le désir de faire des enfants à tout prix. Voilà. Donc il y a des femmes qui n'ont pas envie de faire des enfants et qui sont très tranquilles avec ça, hein, qui sont vraiment cool et qui sont vraiment interrogatives quant à celles qui veulent absolument faire des enfants. Elles sont là en train de les regarder bizarrement. Pourquoi elle veut absolument faire des enfants, celle-là? C'est quoi son problème? Alors que voilà. Et vous avez l'inverse. Vous avez des femmes qui vont se sacrifier, voire qui vont faire des fives, parce que faire un enfant, c'est tout pour elles, et c'est la fin du monde, la vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. Et donc elles se font une fixette et une obsession là-dessus. Et une obsession, c'est un envahissement du champ de conscience, hein, je rappelle. Donc c'est obsessif, quoi. Ça tourne en boucle. Voilà. Et il n'y a pas possibilité de voir les choses autrement. Donc c'est obsessif. Voilà. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, il faut déconstruire ce truc du sens, de l'accomplissement. Et en général, quand ça existe, si ce truc existe, c'est que y a une raison dans le parcours, dans l'enfance.
enfin, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que cette petite fille s'est dit, moi, je sais pas, je survivrai, mais moi, je serai quelqu'un de bien si et seulement si je réalise ma fonction mère. Voilà. Il y a quelque chose qui a à voir avec une revanche, avec une rivalité de sœurs, avec quelque chose, voilà, quelque chose à voir avec ça. Hein. Si je suis une femme, je dois être une mère, et c'est comme ça que je m'en sortirai plus tard. Donc il y a un truc qui s'est passé dans le passé. Sinon, c'est pas une fixette comme ça. Hein. Ça peut être démobilisé comme croyance. Mais quand c'est vraiment une fixette, une obsession, je ne peux pas, je rate ma vie, c'est qu'il y a plus qu'une histoire d'image véhiculée, de représentation morale ou religieuse. Il y a vraiment quelque chose de plus fort qui s'est passé pour elle, qui fait qu'elle ne peut pas lâcher ce truc, et que du coup, le deuil va être encore plus dur à faire. Après, pour ces femmes qui sont entre 35 et 39 là, et qui se disent bon, j'y vais pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vraiment c'est leur priorité, à ce moment-là, moi je les aide à trouver des stratégies pour trouver un homme et un homme qui soit géniteur, tant qu'à faire. Il existe aujourd'hui des sites de coparentalité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. Il y a des sites surtout maintenant. Hein. Donc il y a des sites de rencontres, on se met sur le site pour être on va faire parents. On va faire du coparentage, quoi. Voilà. Et on s'associe comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des sentiments, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais là on est dans l'urgence de faire des enfants tous les deux, et donc on se met sur ce site pour trouver la personne qui s'accorde le mieux à notre désir d'enfant. Donc vous voyez comment ça fonctionne aujourd'hui, les temps ont changé, hein, et on voit apparaître des... Ça n'existait pas avant, hein. On fait des coparents, on fait du covoiturage, on fait du coparentage. Donc bon, pourquoi pas, hein, ma foi. Donc ça déshumanise un peu tout ça. Mais voilà. T'as appuyé sur le bouton vert? Ouais. Ça marche. Ouais. J'ai envie de te dire aussi, c'est pas mal aussi ces sites finalement, parce que même si c'est pas uniquement là pour que ça fonctionne au niveau des sentiments, mais ça peut le faire aussi. Ah mais ouais. Et voilà. Tu sais qu'avant, dans l'époque d'avant, c'était des mariages arrangés, donc ils se mettaient pour faire des enfants, pour former des familles, on leur demandait ça. Et souvent ces femmes-là disaient, étrangement, qu'au début, elles n'étaient pas amoureuses de leur mari, parce qu'ils étaient présentés comme ça, mais petit à petit, il y avait des sentiments qui naissaient. Ouais, elles disaient ça vient, pas toutes, hein, parce qu'il y en a, c'était des galères, mais souvent, les sentiments se construisaient au fur et à mesure du temps qui passait. Donc, c'est pas du tout idiot, ce truc de coparentalité. Ça peut aider, mais ça veut dire que ces femmes-là, qui sont pressées de faire des enfants, elles sont vraiment sur maintenant, je décide, je mets ma priorité là-dessus, et j'en démords pas. Et à ce moment-là, on n'est plus dans je vais attendre, parce que c'est ça, parce que j'en ai une, là, je l'avais aujourd'hui, elle me dit, mais moi, j'ai 39 ans, à 39 ans, donc elle va voir sa gynéco dans 2 mois pour voir si, si elle enlève son stérilet ou pas, mais elle vient de rencontrer un mec il y a 3 mois ou 4 mois, elle lui dit, mais attends, si je lui dis, ça va lui mettre la pression, tu vois, il veut prendre son temps, bah oui, il veut prendre son temps, c'est normal, il ne va pas tout de suite, au bout de 4 mois, mais moins elle en parle, de cette pression qu'elle a par rapport à son âge, moins elle le met en lumière et moins elle le met à jour, et plus ça va tarder, et après elle était complètement coincée dans son conflit intérieur entre je veux un enfant mais je veux pas lui mettre la pression. On ne veut pas lui mettre la pression, mais à un moment donné elle pourra plus en faire, quoi, parce qu'elle va pas attendre 41, après c'est un peu, on peut toujours en faire, mais ça commence à être dangereux et compliqué. Et donc là elle est vraiment coincée dans l'urgence. Et je lui dis, mais si tu lui dis pas à cet homme que t'aimes, que t'as la pression biologique, etc., d'horloge biologique, et que toi, tu sais plus comment t'y prendre parce que tu veux pas non plus lui mettre la pression, mais en même temps, t'as la pression biologique, voilà, tu fais comment? Donc, du coup, il n'est pas informé, donc ça peut traîner, et après, elle va effectivement regretter, elle n'aura pas priorisé ce désir d'enfant, et après, elle n'aura pas mis les stratégies en face, donc elle risque de le regretter. Donc après, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse le deuil j'aurai pas d'enfants, et c'est pas la fin du monde, et je ferai autre chose, parce que des enfants dématérialisés, on peut en faire. C'est-à-dire il y a beaucoup de femmes d'ailleurs aujourd'hui qui ne veulent pas faire d'enfants, qui disent mais moi je veux pas faire des enfants en vrai, je veux pas me prolonger. Ce que je veux moi c'est faire des enfants et rayonner à travers des projets professionnels par exemple, ou à travers le fait de m'occuper d'enfants, d'autres enfants, je sais pas quoi, des missions humanitaires ou des choses comme ça. Donc je fais des enfants mais d'une autre manière, c'est une autre création. Hein, je crée à partir... je m'accomplis d'une autre manière et je rayonne le monde avec les bébés que je crée. Voilà.
Bon, voilà, il y a plein de manières de faire des enfants, autres que de passer par le fait de faire des vrais enfants. Voilà. Et vous savez qu'on passe dans une société où maintenant on est... les enfants, ils se font de plus en plus par FIV, par assistante médicalisée, même qu'il y a des grosses entreprises aux États-Unis comme Google, Microsoft et d'autres boîtes qui proposent aux femmes qui veulent entreprendre leur carrière de ne pas s'arrêter en route et de congeler leurs ovocytes pour les retrouver plus tard. Donc ça, c'est interdit en France, mais on va voir arriver ça de plus en plus, c'est-à-dire une dématérialisation de la fécondité et que c'est déshumanisé tout ça. Voilà. Donc, à mon avis, plus tard, on va arriver vers une fiction comme ça, quoi. Qui sera plus de la fiction d'ailleurs. Hein. Donc on commande, hop là, on veut faire un enfant, on va se débrouiller pour faire des enfants avec des ovocytes d'avant. On va prêter le maire, prêter le ventre. Ah, tu me prêtes ton ventre, crac crac, on fait des enfants. Bon, enfin bref. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver qui seront beaucoup liées aux nouvelles technologies et qui n'auront rien à voir avec ce truc de prolongement. Et ça, les mœurs évoluent sans arrêt. Hein. Mais c'est intéressant de voir comment ça change très vite d'ailleurs. Hein. En peu de temps, il y a vraiment une évolution vraiment notoire de la manière dont on crée des enfants, on veut faire des enfants, comment le couple et la famille se structurent et se déstructurent, et comment les femmes qui veulent réussir autant que les hommes, parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'elles n'ont pas envie de briser leur carrière. Puisqu'on sait qu'à égalité, en tout cas en France, pour réciprocité des droits de salaire, elles doivent se battre 2 fois plus, elles doivent être 2 fois plus diplômées, elles doivent s'accrocher pour pas avoir des congés de maternité puis plus retrouver leur poste. Donc elles s'accrochent, les filles, et donc ça décale le temps de démarrage, de démarrage d'entrée de naissance, de procréer. Ça décale d'autant. Et du coup, elles attendent. Si elles sont un peu carriéristes, ça attend, puis au bout d'un moment, je me réveille. 35, 36, 37, 38. Bah dis donc, mince, je suis même pas sûre que ce soit avec le bon mec. Donc, mince, ça fait que 2 ans que je suis avec lui, ça se trouve, hop là, ça va pas faire 4, 5 ans, 10 ans. Et donc, surtout qu'il y a des ruptures successives. Plus ça va, et plus on est dans un monde où il y a des ruptures au bout de 4-5 ans. Donc, on n'est jamais sûr que c'est avec cet homme-là qu'on va faire un enfant. Donc, à force de se poser les questions, finalement, il y en a, elles n'en font plus, quoi. Et du coup, 35, 36, 37, 38, et hop, elles n'ont que 3 ans pour faire 3-4 ans, là, elles n'ont plus beaucoup de temps pour faire des enfants. Terrible, cette question-là. Alors, je vous laisse un petit temps, là, pour soit témoigner si vous avez vécu ou rencontré quelqu'un qui est dans ce cas de figure, ou si vous avez des questions sur ce sujet du désir d'enfant et de l'horloge biologique. Ouais, vas-y, alors tu lui passes le micro. Bonsoir. Ça marche. Ça marche pas. Si, ça marche. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Il y a... J'avais parlé de la psychanalyse, mais assez rapidement. Et vous avez parlé de Freud. Il y a eu Mélanie Klein et Joanne Rivière qui ont écrit un livre où elles décrivent assez précisément. Alors, ce sont des psychanalystes, c'est-à-dire qu'elles sont freudiennes, mais en fait, elles ne sont plus du tout dans la doctrine de Freud. Mais pour elles, le désir d'enfant, c'est un désir de réparation par rapport à la relation avec la maman. Avec la maman ? Oui. Ouais. Ça, c'est ce que le livre dit. Hein. Je l'ai lu, je l'ai relu, et elle dit ça en long, en large et en travers. Après, c'est de la psychanalyse, c'est-à-dire c'est une doctrine. On peut, à partir du moment où on rentre dans une doctrine, c'est-à-dire qu'on devient subjectif. C'est pas de l'objectivité réelle, mais on prend un point de vue. Et ça, je mets ça aussi, il y a aussi le fait que vous parliez de la pression, vous avez parlé de pression sociale. On pourrait presque parler d'atavisme, c'est-à-dire parler de notre propre histoire, de l'histoire de nos ancêtres. Et ça me fait penser un petit peu à l'inconscient collectif. Mais après, je ne m'y connais pas sur le... Oui, mais de toute façon, il y a une pression sociale, oui, effectivement, qui descend de génération en génération, donc, historique. J'ai pas vraiment une question, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de ce point de vue un peu
psychanalytique, c'est-à-dire à la fois Mélanie Klein et Jung, si on parle. J'ai pas de question en fait. Ouais, mais sur le. Moi, je l'ai pas lu ce livre. Hein, j'ai lu des trucs de Mélanie Klein qui parlaient plutôt de la mère suffisamment bonne. Non, ça c'était Winnicott sur la mère suffisamment bonne. Moi, ce que j'avais plutôt intégré, c'est que il y avait une pression de vouloir être une mère parfaite. Donc de jouer la fonction mère idéale, la mère qui se met la pression pour être une bonne mère. Donc la fonction mère, là, voilà, avec un grand thème. Alors peut-être que c'est pour réparer le fait que voilà, c'est une fille et que je sais pas quoi, mais en attendant, ce désir de faire des enfants quand il y a, ce que je disais tout à l'heure, quand cette jeune femme ou cette femme adulte investit et donne vraiment du sens à ce truc-là, c'est pas dans toutes les femmes, hein. Il y a des femmes qui désirent pas faire des enfants, hein. C'est pas vrai. Hein. Il y en a, bon voilà, et c'est pas inhérente l'instinct maternel, non. Enfin, il y en a il y a beaucoup qui l'ont, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas. Hein. Donc c'est pas non plus, faudrait pas dire que toutes les femmes sur Terre ont un instinct maternel. Il y en a, ça leur passe au-dessus, hein, vraiment. Hein. Et c'est pas qu'une histoire de parcours fracassé de l'enfance. Hein. On pourrait s'imaginer, oui, mais alors celles qui n'ont pas de désir d'enfant, c'est que y a un bug dans leur histoire. Non. Voilà, il y a des hommes qui ont un instinct paternel et puis d'autres pas. Il y a des femmes qui se révèlent avoir de l'instinct maternel, c'est-à-dire s'intéresser vraiment à l'enfant de manière vraiment tripale quand l'enfant est né. Mais avant, elles n'en ont pas. Elles n'ont pas envie d'avoir des enfants, mais d'un coup que l'enfant émerge, hop là, d'un coup elles se sentent maternelles. Donc, alors ça, c'est vraiment d'une femme à l'autre, c'est complètement. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est. On n'en sait rien. Mais c'est pas lié, c'est pas un truc à ta vie comme quoi toutes les femmes ont envie de faire des enfants. C'est inhérent au féminin. Le féminin n'est pas le féminin s'il n'y a pas la fonction mère. Non. Le féminin passe par plein de registres, dont la fonction mère, mais pas obligatoirement la fonction mère. Et après, ce qui peut être nuisible, c'est quand il y a un surinvestissement. Dans n'importe quelle sphère de votre vie d'ailleurs. Hein. Là, s'il y a un surinvestissement de la bonne mère, donc il y a ce que disait moi, ce que j'ai entendu plutôt dans la psychanalyse, dans ces psychanalystes-là, c'était le surinvestissement de l'idéal d'être une bonne mère. Donc je me crée un idéal de je dois être une mère parfaite. Non seulement je dois être une mère, sinon je rate ma vie, en plus je dois être une mère parfaite. Alors là, je ne vous raconte pas. Donc ici, on va voir le surinvestissement, le sacrifice, le dévouement. Tout passe par mes enfants, je donne tout à mes enfants, les enfants. Et évidemment, cette femme qui veut être parfaite en tant que mère, eh ben, elle s'oublie. Elle s'oublie, alors elle est généreuse, d'accord, mais elle s'oublie elle-même là-dedans, elle se perd, quoi. Et après, c'est bien triste tout ça, parce que du coup, les enfants, ils en peuvent plus d'être, c'est-à-dire qu'ils portent leur mère. C'est des enfants qui sentent bien que tout est sur eux, que tout est axé, toute la vie de maman est axée sur eux. Parce que s'ils disparaissent ou s'ils sont moins présents, voilà, maman, elle va s'écrouler. Donc ils se disent, ah, faut que je sois là pour maman, parce que maman, elle gère pas sa vie, quoi. Tout est sur nous. C'est juste impossible. Enfin, c'est compliqué, quoi, pour ces enfants-là. Ouais, oui, c'est d'une carrière. Je fais évidemment les excès, mais moi j'en vois. Bien sûr, j'en vois des femmes qui justement, et vous en voyez aussi certainement, hein, des femmes, justement, quand les enfants s'éloignent, parce qu'ils s'autonomisent et ils partent, souvent ces enfants partent loin, parce qu'il faut décrocher, quoi, il faut décrocher la symbiose. Et souvent, elles sont mal, quoi, elles se disent, mais attends, mes enfants sont plus là, mais je vais m'effondrer, mais je suis liquide, je ne suis plus rien. Terrible. Donc il faut retrouver une dynamique comme quoi, bah non, t'as fait des enfants, c'est bien, mais enfin bon, t'as pas d'enfants, tout va bien, hein, quoi. Quelles sont tes passions? Quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui t'anime, hein? Qu'est-ce qui te rend vivante, hein? Voilà. Donc personnellement, j'ai fait, juste parce que je vais parler de moi 2 minutes, après je te passe la parole, j'ai fait 2 enfants, hein, qui sont grands maintenant. Bon, je suis très contente d'en avoir fait, mais à l'époque, quand j'en ai fait, j'étais plutôt dans les 24 ans, 25 ans, puis je me suis dit, bon, bah voilà, c'est l'heure, c'est bien, on fait des enfants. J'ai plus de chances de faire des enfants maintenant qu'à 37, 38, bon voilà. Mais je pense que j'en aurais pas fait, j'aurais pas de regrets. Voilà.
Personnellement, ça c'est personnel, hein. Je ne me serais pas dit, ça y est, j'ai raté la mission de ma vie, tout c'est les enfants, bon, voilà, j'en ai fait, c'est bien, j'en aurais pas fait, j'aurais fait autre chose de ma vie. Et voilà, mais ça mérite réflexion, hein. Moi je dis pas, mais c'est vraiment le truc qui m'inquiète, moi, c'est quand j'entends, je vais avoir des regrets, j'ai raté quelque chose, etc. Et ça c'est vraiment souffrant. Ouais, je t'écoute. Ouais, non, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est juste un cas particulier. J'ai une amie que je connais très bien et elle n'a jamais eu envie d'avoir d'enfant, elle a une carrière, elle a un doctorat en psychologie, etc. Enfin, elle est très riche dans sa vie intime de femme dans la société. Et elle s'est mariée avec elle vit en concubinage avec un homme qui a 25 voire 30 ans de plus qu'elle et qui a des problèmes de testostérone. Et passé la quarantaine, tout d'un coup, elle a eu des cauchemars. Ouais. Et tous les soirs, pendant 6 mois, et c'est un enfant qui l'appelle. Ah oui. Et il n'avait pas fait d'enfant. Il l'appelle vraiment, quoi. Ça la réveille et il est là. Elle me dit. Enfin, cette nana aussi, elle vient d'une tribu indienne, etc. Ouais. Et elle ne pouvait plus résister, quoi. Et il fallait régler ce problème avec son mec. Ouais. Un jour, elle dit, bon, viens, on va aller voir un sexologue, on va voir ce qui se passe, mais c'est pas normal, etc. Bon, il s'est avéré qu'il avait un problème de sécrétion de testostérone, hein. Donc pas d'érection, etc. Et donc ils ont réglé ce problème. Et elle m'a raconté, c'était, bon, c'est maintenant, tout de suite, tu prends les trucs, viens, on y va, on fait... Et elle a fait ça. Elle a eu quelque chose, un appel comme ça. 4 enfants comme ça. C'est un truc biologique, ça. De mecs, et c'est une famille formidable. C'est une femme réalisée en tant que femme. Elle a été mannequin, actrice, psycho, enfin elle a vraiment... Et c'était incroyable, elle me dit, c'est pas possible, mais je pouvais pas dormir, il me réveillait, il l'appelait, quoi. Il y a un truc biologique, hein. Non, mais je ne peux pas faire je ne suis pas déniée. Moi, on m'a jamais raconté une histoire pareille. Hein, il y en a qui témoignent comme ça, qui disent, il y a certaines femmes qui disent, voilà, vraiment j'ai un appel, quoi. Je sens que... Il s'est matérialisé dans son rêve. Dans son rêve, Il avait le prénom, tout, il l'appelait. C'est rigolo. Il fallait, il l'arrachait de son sommeil, quoi. Mais c'est vraiment d'une femme à l'autre, hein, tu vois, t'en as qui sont vraiment appelés et qui sentent vraiment dans leur corps, dans leur tripes. Là, c'est vraiment par l'intermédiaire des rêves que voilà, il y a un appel pour faire des enfants. Et donc, il y a comme un instinct maternel comme ça. Puis d'autres, mais alors pas du tout, tu vois. Ouais, mais elle prenait ça sur un autre niveau quand même. Hein. C'était pas simplement, il y avait quelque chose de l'ordre du mystique, il y avait un appel avec. Ceux qui manifestaient en rêve, c'était le premier-né ou les 4. Ah, les 4 Les 4. Hein. Et elle avait passé la quarantaine. Hein. C'était, donc elle était comblée. Hein. Moi, j'ai vu sa baraque, elle est sur Los Angeles, $1 million la baraque, tout là. Elle n'avait pas besoin de rien, quoi. Et de la manière dont elle me le disait, c'était vraiment un appel de l'au-delà. C'est vraiment un appel, quoi. Et il fallait qu'elle s'y plie. Il fallait vraiment qu'elle s'y plie. Ben voilà, c'est bien, elle a réalisé son rêve. Mais t'en as plein qui, justement... C'est une femme, je dis, qui a quand même un doctorat en psychologie, c'est pas... Oui, mais il n'y a pas de souci. Après, tant mieux pour elle qu'elle ait réussi. Ça rend le truc bizarre. Enfin, moi, je suis resté quand même estomaqué par cette histoire, parce que je connais la nana, c'est vrai. Ouais. Là, le happy end, c'est qu'ils ont pu résoudre le problème. Ah, bien sûr. Non, mais des fois, il n'y a pas de happy end. C'est-à-dire que le mec, il veut pas. Après, hein, tout le monde, il sont avec 4 gros enfants. Oui, mais déjà à 40 ans, il faut déjà pouvoir faire 4 gosses derrière. Mais tu vois, c'est déjà compliqué parce qu'il y en a au niveau de la fertilité, déjà, bon. Après, tu as des risques d'avoir des maladies, des pathologies. Donc, c'est déjà. Tu vois, ouais, mais d'où, justement, c'est par rapport à la chronologie, donc au timing, qu'elle ait pu le faire aussi bien, aussi vite. Oui. Des fois ça arrive. Mais des fois ça arrive pas. Voilà, c'est juste un témoignage. C'est ce qu'elle veut en tout cas. Oui, mais il y en a qui savent ce qu'elles veulent. Mais moi j'en ai. J'ai des femmes. C'est exactement ce qu'elles veulent. J'ai des femmes qui consultent et qui savent très bien ce qu'elles veulent. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais au-delà de la personnalité de la personne, parce que c'est une personne un peu à part là, quand même, un potentiel quoi là-bas. C'est quand même ce truc qui était de la manière dont elle me je la connais vraiment très bien, hein, et donc de la manière dont elle me l'a raconté, c'était troublant quoi, hein, parce que c'était pas conscient, mais globalement quand même elle avait
une certaine idée de sa vie. On a l'impression dont tu nous racontes. Pas d'enfant. Moi, ce que je vois au cabinet, c'est qu'il y a des femmes qui sont comme ça d'un coup. D'ailleurs, elles ne viennent pas tellement consulter celles-là, puisqu'elles sont sûres et certaines que c'est l'heure, que maintenant, ça doit se régler, que voilà, elles doivent faire un enfant. Donc là, il y a une conviction profonde et elles vont mettre la stratégie en face. Elles vont mettre les moyens en face. Et si c'est pas ce mec-là avec qui elles sont, elles vont le titiller. Tu veux faire un enfant, tu veux pas. Au revoir, je vais en chercher un. Donc elles sont positionnées celles-là. Elles en font une priorité des priorités. Mais il y en a bien. Aujourd'hui, c'est pas la majorité. Plutôt ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai envie, mais je peux lâcher. Mais en même temps, je peux pas lâcher. Et je vais regretter, mais j'ai quand même envie. Et je veux pas mettre la pression. Et j'ai envie de réussir mon couple. Donc elles sont pas très claires en fait. Il y en a beaucoup qui veulent pas, et qui veulent aussi leur carrière, qui veulent pas se priver de liberté, et qui veulent en même temps faire un enfant, et alors là, ça complique. Quand c'est clair et priorisé, bon après c'est stratégie, point barre quoi. Quelle stratégie je mets en place, voilà, point, je trouve un mec, ou alors je fais une fille, ou je fais je sais pas quoi, mais je mets une stratégie. Voilà. Je fais du copain, je vais sur le site, machin. Donc là, il y a un positionnement clair. Mais très souvent, moi, celles que je vois arriver, elles sont dans un positionnement flottant, justement. Et elles se posent 10 000 questions, et là, et vous savez que tout ce qui est flottant, fait souffrir parce qu'on n'est pas positionné quelque part, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi je vais les aider à faire le deuil si elles doivent faire le deuil, parce qu'elles seront positionnées dans le non, j'en fais pas, mais au moins je suis quelque part, je suis pas nulle part, je suis pas le cul entre deux chaises quoi. Donc à partir du moment où je suis quelque part, bon c'est peut-être il y a un choix qui se crée, ok, mais au moins on est quelque part. Et donc à un moment donné, lâcher l'idée que ça serait formidable avec un enfant, ça peut être utile. Mais si elles sont de l'autre côté, maintenant c'est l'heure, je m'y mets, je trouve les moyens, bon bah voilà, elles vont mettre de l'énergie pour trouver. Après il peut y avoir des déceptions, hein, parce qu'elles peuvent se dire je veux faire un enfant, mais enfin là dans l'exemple, si le mec il pouvait pas faire de gosse pour des raisons XY, qui était, voilà, donc elles étaient coincées, quand même. Donc il faut plein de facteurs pour que ça se mette en route, ça ne dépend pas que d'elles. Moi, j'en vois plein autour de moi qui font des FIV et qui se... En plus, ça fait pas forcément du bien, hein, au niveau hormonal et tout. Enfin, il y a plein d'effets annexes. Hein, et donc, et c'est même pas garanti que derrière, elles aient des enfants, quoi. Moi, j'ai un couple comme ça où ils ont mis des années, ils ont fait des FIV pendant 3-4 ans, là, je sais plus. On ne pouvait plus. Et au final, quand ils ont arrêté tous les traitements, hop, elle est tombée enceinte. Mais bon, voilà. Donc, on voit plein de cas comme ça, de figures où... ouais, il y a vraiment de tout. Hein. On voit soit des femmes qui sont très mobilisées pour faire des enfants, voilà, c'est l'heure, c'est tripal, c'est biologique, j'ai un appel, et puis d'autres alors, d'autres pas du tout. D'autres qui sont entre deux et d'autres, qu'est-ce que c'est, pourquoi faire des enfants, on va pas encore repeupler la terre, j'ai pas que ça à faire sur ma vie, quelle horreur, en plus j'ai plus de liberté, je vais plus vouloir faire ce que je veux, j'ai plein de contraintes, tu te rends compte, il va pleurer toute la nuit là, oh là là, quelle horreur. Les pauvres, là, elles parlent de couches-culottes entre elles. Bon, ça, c'est les misogynes. Hein. Anti-fonction mère. Donc, on a de tout, surtout. Il y a vraiment un panel... voilà. Qui a raison, qui a tort? Moi, je vois des personnes à raison, personne à tort là-dedans. C'est simplement des personnalités différentes, des représentations différentes de qu'est-ce qui est important dans la vie, des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances. Et moi, je m'intéresse surtout à la souffrance. Qu'est-ce qui origine la souffrance? Et quand je vois que ce qui origine la souffrance est souvent l'idée que je vais regretter quelque chose, là je m'interroge. Je me dis, voilà, quand on voit souvent que ceux qui disent si j'anticipe ceci, ça va me rendre heureux, et que quand ils font le parcours de ce qui les a rendus heureux, en fait ça les a pas du tout rendus heureux, donc ça me fait sourire. Hein, quand vous regardez les objectifs, vous vous êtes dit ah si j'ai ça je serai heureux. Finalement, vous l'avez eu, vous n'étiez pas si heureux que ça. Donc très souvent, on se raconte des cracks, quoi. Donc il faut se méfier de ces représentations et anticipations. Ouais. D'autres questions? Ou d'autres... Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux prendre le micro? Oui, super. Merci. C'est très bien qu'il y ait eu ces deux interventions, parce que ça rejoint un peu celle que je souhaite faire. Oui, vas-y, je t'écoute. Et donc il y avait plein de choses que tu as dites à certains moments qui sont sympas. Par contre, moi je m'interroge sur le fait qu'on n'est pas dans une société idéale, et donc on n'est pas et on grandit pas, et donc du coup quand on vient te consulter par exemple, la personne n'est pas dans un idéal, et je pense que la démarche
première, c'est de sortir les gens de cette souffrance maintenant ou potentielle plus tard. Et tu témoignes très bien avec le fait qu'il y a des gens qui se mettent en couple, qui ont des enfants, et qui divorcent, qui ne sont pas bien, parce que des fois, ils vont reproduire un schéma familial ou autre dès lors qu'il y a les enfants ou dès lors qu'il y a le mariage. Et pour rejoindre ce que tu dis, donc du coup, j'ai l'impression que tout le monde devrait peut-être faire un travail préalable de guérir de ses pathos pour être qui on est. Et pour rejoindre l'intervention de, je sais pas, c'est la personne qui tient le bar, Ali, voilà, merci. Je pense sincèrement, aujourd'hui on a fait la part des choses et on a reconnu que c'était Spinoza qui avait raison et non pas Descartes sur le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps, entre la matière et la non-matière. Et aujourd'hui, tous les raisonnements que nous avons, ils sont quand même basés sur cette séparation. Et c'est malheureux parce que du coup, dans un premier temps, l'idée c'est de permettre à une personne d'aller mieux. Donc on va sérialiser les choses, on va les simplifier pour essayer de dégager quelque chose derrière, pour être bien avec soi-même, sortir de la souffrance par exemple. Mais je pense que la démarche elle est bonne au départ, mais qu'après il faut réintégrer la complexité, un chouïa en tout cas, pour que la personne puisse relier à son âme et quelle est sa mission de vie réellement. Je vois qu'on s'est dépouillé de toutes les scories du mental, de la société, tous ces trucs-là. Et quand on a fait cette démarche-là, là on sait réellement si oui ou non c'est légitime, les téléphones, merci. C'est légitime pour soi que de fonder famille ou pas. Voilà. Et là on peut vraiment apporter quelque chose. Alors ça je pense moi. Et par rapport à notre société d'aujourd'hui, et je termine là, c'est bien et c'est mal, on peut jouer comme on veut, on parle tout le temps du marché, donc il y a cette pression-là. On pourrait sortir du marché, mais si on est dans le marché-là, la logique de demain, c'est que le barrage mental de l'âge va s'écrouler puisqu'on pourra congeler les ovocytes, on pourra faire des tas d'autres choses qui font que finalement, ça sera plus une histoire de soi-même avec soi-même et non plus lié à une échéance, quoi. Oui, il est fort probable que ce thème disparaisse. Mais je voulais surtout que tu puisses répondre sur l'histoire de Spinoza et Descartes, et donc du coup la spiritualité et le matériel, et le mental qu'on peut avoir dessus. Dans ce que tu as émis, pour moi il y avait déjà, en même temps que tu parlais, je me disais, mais quand tu parlais de mission de vie, etc., et si je me donne comme mission de vie d'être une mère, voilà, que c'est important d'être une mère et que sans ça, j'ai raté ma vie. On est dans une représentation, tu vois. Alors peut-être qu'il y a un truc biologique, je veux bien, mais néanmoins, de toute façon, je crée un imaginaire. Je vais m'en persuader, je vais créer un imaginaire, je vais faire un tas de machins avec ça. De toute façon, notre imaginaire, il faut bien qu'il prend le pas. Donc moi, il y a quelque chose certainement du corps, puisqu'il y a de la survie, de la procréation, etc., pour la survie de l'espèce, comme je l'ai dit. C'est instinct maternel qui nous pousse à procréer, à faire des enfants, un machin biologique, et en même temps, il y a beaucoup de l'ordre de la représentation. Quelle est l'idée que je me fais? Quelle est l'image que je me fais? Qu'est-ce que j'ai absorbé de mon époque, de mes parents, de ma famille, de mon éducation, etc., qui me colle cette représentation que être une mère, c'est important. Donc là, on est dans une représentation. Une représentation, c'est aussi un imaginaire, avec des images, avec des idées, avec des opinions, avec des ressentis, avec des émotions, etc. Il n'y a jamais le corps sans la tête. Mais pour observer ce que je vois dans ma clientèle, je vois quand même beaucoup de personnes qui ont des idées fixes. C'est à l'idée que, c'est vraiment des imaginaires. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y en a assez peu quand même qui me disent oui, je le sens vraiment, donc j'ai un appel dans mon corps, machin. C'est beaucoup dans la tête quand même. C'est beaucoup, j'ai l'idée qu'il faudrait que c'est maintenant ou c'est demain, mais je vais regretter, donc c'est beaucoup dans la tête. Et dans la tête, c'est la séparation entre l'âme et le mental. Écoute, je ne vais pas me lancer dans ce débat, parce que ça peut être personnel, puis j'en sais rien. Moi, je fais toujours plutôt dans des hypothèses. Tu vois, je serais toujours en train de douter des hypothèses et de jamais être convaincue qu'une hypothèse est vraie. Voilà. Voilà, moi je suis une sceptique dans l'âme, et donc j'en sais rien s'il y a une âme, un corps, une nature, je m'intéresse à ça, mais je ne veux pas affirmer quelque chose. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger ces croyances. Comme tu disais, il faut accomplir une mission. Moi, je suis toujours en train de me demander en quoi c'est vrai qu'il faut accomplir une mission. Qui a dit qu'il fallait accomplir une mission?
ben pourquoi pas? Moi j'accomplis la mienne, mais est-ce que c'est vraiment vrai qu'on en a? J'en sais rien. Voilà. Donc c'est toujours moi je suis toujours en train de me poser les questions en amont, pour déconstruire des tas d'idées toutes faites. Voilà, ça c'est moi. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je dis que c'est mon truc. Ouais. Une autre. Ouais, oui, là-bas, il y a une question. Bonsoir. J'avais juste une petite question par rapport à l'insémination. La discrimination? Non, insémination. Ah, l'insémination artificielle. Oui, j'avais entendu parler il y a quelques années qu'il y avait des femmes, je pense, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était aux États-Unis, des femmes qui voulaient se faire inséminer qui choisissaient des personnes de préférence intelligente, qui avaient fait beaucoup d'études, qui avaient, comment dire, oui, un QI, une classe sociale élevée, voilà, bien sous tout rapport. La couleur des yeux, tout ça. Donc c'était juste une question. Est-ce que ces personnes, ces femmes qui veulent choisir les gens comme ça, est-ce que elles n'ont pas un problème ou enfin je sais pas. Ben, on est dans la société de l'image. Je l'ai dit tout à l'heure. On est dans il y a vraiment quelque chose déjà de l'idéalisation. Hein. J'idéalise que si j'ai le géniteur, mon enfant sera au top du top. Et je veux donner les meilleures chances à mon enfant. Donc il y a quelque chose qui est cohérent là-dedans dans le raisonnement. Mais en même temps, est-ce que tu as une conclusion là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses, toi? De ces femmes qui optent pour le meilleur du meilleur, et la sélection, c'est la sélection raciale. Hein. Ouais, on est dans la même chose. Hein. C'est vrai, c'est une sorte de sélection raciale. Bah, bien sûr, c'est un peu fasciste ou naziste, ou c'est pas. Hein, on va sélectionner la race la meilleure, les autres c'est les avortons, rejetons ça. C'est ça. Non, mais c'est ce qui. Le débat qui a eu lieu, c'était là-dessus. Hein. C'était un débat là-dessus, donc ça questionne quand même vachement. Si on laisse faire ce type d'insémination à tout va, on va arriver à des trucs comme ça. Voilà. Alors, il y a une espèce supérieure et une espèce inutile, quoi, inférieure. Bon. Et tout à l'heure, vous avez parlé des mariages arrangés, donc j'étais étonnée parce que je n'étais pas au courant. Moi, je suis issue des mariages arrangés. Ah bah voilà. Donc je ne savais pas que ça existait en Europe, des mariages arrangés. Ah bah oui. Et ces mariages arrangés, c'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport à, je sais pas, au clan, c'est-à-dire les gens riches, les gens pauvres? C'était comme ça dans le 17 en Europe, c'était parce que chez nous, enfin en Afrique en général, les mariages arrangés, c'est par rapport au clan. Sociaux, ça veut dire que on va faire des mariages arrangés suivant les gens riches, plus ou moins riches, voilà un peu. Est-ce qu'en Europe c'était comme ça aussi? Oh bah, c'était pas au XXe siècle, hein, c'était au XIXe et XVIIIe, enfin c'était avant. Hein. C'est ancien ça. Et c'était par rapport au clan social? XXe un peu aussi, ouais. Ouais, mais après ça s'est arrêté. C'était pareil, c'était des arrangements avec la dot, etc. La dot, carrément. Oui, c'était des arrangements entre familles. Hein, il y avait la femme versait une dot. Enfin, c'était pas du tout le même type de séduction, la même stratégie de séduction. On faisait la cour à la femme. Enfin, c'était. On était dans un autre monde quand même. Les choses ont beaucoup changé. Mais c'est un héritage traditionnel, des valeurs traditionnelles. Hein. Oui, c'est ça. Il y avait des histoires de terre aussi. Oui, de territoire, ouais, de terre. Ouais. On rassemblait les terres. Ça allait être. J'ai fini. Elle aime pas le micro. Ouais, les choses ont beaucoup changé, les mœurs ont beaucoup évolué. On le voit encore dans les sociétés traditionnelles, effectivement, ces mariages arrangés, mais c'est vrai que nous, en Europe, en Europe, aux États-Unis, enfin dans les pays occidentaux, on est passé à 180, quoi. On est sur une autre planète, hein, avec ces histoires d'insémination, de congélation des ovocytes, de biotechnologie, donc on va passer encore dans un autre monde. Donc ces histoires, c'est vrai que le thème peut-être il n'existera plus du tout, il sera même plus, on s'en fout, entre 35 et 39, l'horloge biologique,
eh ben c'est pas grave, hein, on va se débrouiller pour faire des enfants autrement, hein, sans passer par l'adoption, mais on va se débrouiller. Je pense qu'ils vont trouver des trucs hein, pour qu'on puisse fabriquer des enfants avec des pères qu'on choisit. On va vers une déshumanisation quand même des sentiments. Avec un rêve, il ne faut pas oublier, je le dis comme ça, parce qu'il y a quand même un rêve chez la majorité des jeunes femmes, et encore plus chez les jeunes, de l'amour romantique. C'est un truc fou ça. Parce que j'ai répondu à une interview cette semaine d'une journaliste sur les carriéristes et l'amour, et elle me disait mais non, je suis sûre, les femmes qui veulent vraiment investir sur le monde du travail, elles ont renoncé à faire des enfants, ça les intéresse pas, machin. On rêvait ou quoi? Pas du tout. Les femmes ont un rêve de la petite maison dans la prairie, de l'amour romantique, l'homme, le ménage, la maison, les enfants, nani nana. Ah, et c'est vachement vrai. Il y a ce rêve romantique au plus profond, et il y a aussi l'envie de réussir sa carrière ici, et réussir ça, et réussir ça, c'est ça. Mais il y a une profonde idéalisation du romantisme. Et pas du mariage arrangé pour le coup. Hein. Là, on est vraiment dans... c'est tous les films hein, qu'on voit sur nos écrans qui sont des happy end à l'américaine, avec voilà, le grand amour, voilà, c'est le prince charmant, la femme de mes rêves. Donc ça, c'est très ancré dans nos mentalités, hein, au jour d'aujourd'hui. Donc il y a plein de contradictions et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour faire des enfants, de décider de faire des enfants rapidement, vu le nombre de séparations à la clé qu'il y a, quoi. Donc les jeunes sont sceptiques. Ils se disent, l'amour romantique, on en veut, mais on n'y croit pas. On rêve de ça, mais on n'y croit pas. Vu nos parents, ce que ça a donné, c'est mal barré, quoi. Donc on n'y croit pas. Donc, mais on y va quand même. Donc voilà, on s'engage sans s'engager. Alors je fais pas une généralisation parce que c'est pas tous les jeunes, hein, c'est pas tout le monde. Je dis l'humeur ambiante, mais il y en a qui sont pas comme ça. Hein. De chaque avocate. Vas-y. Au fond de chaque avocate. Madame Ingalls. Oui. Ah mais vous pouvez pas imaginer comme le feuilleton La petite maison dans la prairie a encore un succès fou. Ah oui. Ah ouais, ce rêve de l'amoureux, du prince charmant, du mec qui viendra combler, qui sera attentionné, qui va te soutenir, te protéger, ad vitam aeternam, et ne jamais te laisser tomber, ne choisir que toi, avoir Dieu que pour toi, en exclusivité, le mariage romantique. Alors là, ça a beaucoup de succès au jour d'aujourd'hui. Ça a du succès, même si il y a tant de séparations. Il y a un rêve de ça. Et d'ailleurs, il y a tellement de rêves qu'il y a beaucoup de désillusions, puisque c'est à la hauteur de l'idéal fabriqué. Hein. Je le dis souvent, mais voilà. Oui, il y a un profond rêve d'incarner l'amour idéal avec une personne. La bonne personne, pour faire le bel enfant. Et être une très bonne mère. Enfin, tout ce truc, voilà. Toutes les pressions de faire bien, de réussir, sont très très présentes. Très présentes. Et ça fait beaucoup souffrir. Ouais. C'est le principe de réalité. Ce dont vous nous parlez depuis le début, moi ce que j'entends, c'est le principe de réalité qui s'oppose au principe de désir. De fantasme, de rêve. Ouais, le principe de oui. Principe de réalité qui amène la femme de 37 35, ans, 39, ouais. 38, 39 à une, comment vous dites, un besoin d'enfant. Alors c'est un principe de réalité, en tout cas c'est ça, c'est la course de l'horloge biologique. Oui, pardon, l'horloge biologique. Soit ça part, ce que je disais dans ma conférence, vous avez compris, c'est soit ça part d'une représentation mentale, liée à une pression, il y a plein de trucs, plein de facteurs, soit ça part d'un machin un peu biologique, un peu tripal. Mais de toute façon, il peut y avoir un appel. C'est réel, l'horloge biologique, on ne peut plus réel. Femmes. Mais il y en a qui sont construites autour de... On m'a dit que, on m'a répété que, et sans ça, tu ne seras pas une femme. Donc c'est vraiment dans la tête, c'est cortical, et il y en a, c'est plus dans le corps. Et il y en a, c'est un peu les deux. Mais c'est pas le même truc, hein. C'est pas le même, ça part pas du même endroit. Hein. Vous me disiez aussi tout à l'heure que, en fait, il y a des personnes qui c'est mental et autres, mais que
dès lors qu'elles ont un enfant qui est en route, là, il y a la démarche biologique qui se met en place. Pas toutes non plus. Il y en a qui ont un instinct maternel à l'arrivée, à la naissance, ou après, quelques mois après, ou pendant la grossesse. Alors il y a de tout, ou l'inverse. Ou alors, je suis enceinte, c'est quoi cette horreur? C'est affreux, je vois plus mes pieds. Non mais t'as de tout. Hein. Donc, parce que j'ai dit aussi l'image de mon corps, je suis affreuse, je suis moche, t'as vu, je plairai plus jamais. Voilà. Donc t'as vraiment de tout sur tout. Il y a tous les genres, et ça c'est très lié à tes valeurs. Hein. Donc ce à quoi tu crois, ce qui est important, et de quelle manière tu vas être aimé. Parce que si tu te dis je suis aimée, que si je suis jolie dans une stature parfaite, ben, faire des enfants ça va t'abîmer. Parce que peut-être que ta grand-mère, elle avait fait 10 gosses et que elle a été mise à la poubelle parce que son mec n'en voulait plus et qu'il la trompait avec une autre parce qu'elle était abîmée par les grossesses, etc., etc. Moi, je te dis, j'en sais rien, mais il faut toujours ausculter le parcours pour voir pourquoi la personne pense ça et voit les choses comme ça. En général, c'est pas un hasard. Hein. Juste pour information, il y a une peuplade sur Terre. Attends, tu peux prendre le micro, s'il te plaît, parce que sinon on t'entend pas. Il y a une peuplade sur Terre qui est en train de disparaître, qui s'appelle les Hunzas, H-U-N-Z-A-S. Et dont les femmes étaient ménopausées vers 60 ans. Ouais. Et en fait maintenant... Elles font des enfants entre 50 et 60? Non, c'est pas ça que ça veut dire simplement. Vous avez plus d'enfants que ça. Mais c'est simplement qu'en fonction de la cohorte de personnes étudiées, c'est-à-dire en gros les Français, toutes catégories confondues, un occidental, un africain, tout ce truc-là, on va avoir des hygiènes de vie particulières. Et ces hygiènes de vie-là vont faire en sorte que on va avoir telle pathologie plutôt que telle autre, d'une part, et puis en même temps une durée de vie qui peut être légèrement différente. Donc là on parle du régime crétois, tout ça, etc., Okinawa. Et en même temps, ça joue sur la fécondité, parce que maintenant on s'aperçoit que du fait de la pollution, il y a beaucoup de femmes qui sont ménopausées avant l'âge, on va dire. Ce que nous on appelle avant l'âge. Et inversement, il y a des personnes qui étaient infertiles ou qui étaient ménopausées et ont changé d'hygiène de vie, retrouvent une fécondité. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que tout est relatif en réalité. Et ça ne dépend pas d'une horloge là, qui a été décidée matériellement en disant que ça se passe comme ci, que ça se passe comme ça, etc. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui vont consulter, qui ont un désir d'enfant et qui ne peuvent pas enfanter. Et le médecin lui dit arrêtez l'eau du robinet. Et la femme est interloquée parce qu'on n'est pas dans ce genre de schéma de conditionnement, on va dire. Alors il y en a certaines qui vont être en opposition, d'autres qui vont s'interroger, mais qui vont le faire. Et là, surprise, au bout d'un mois, 3 mois, elle tombe enceinte. Et c'est juste pour dire en fait que tout est possible. Il faut arriver, on s'en va du schéma des âges. Il y a 10 ans ou 20 ans, la barrière, c'était 30 ans, on va dire. Maintenant, c'est 40. C'est 40, ouais. Voilà. Et cette barrière-là... qui ont des enfants plus tard, d'ailleurs. Exactement. 40, ouais. Et cette barrière-là, elle sera retirée par la procréation assistée d'une manière ou d'une autre. Ça va changer encore. Voilà. Et inversement, si on revient à une hygiène de vie plus normale, mais en même temps intelligible, et qu'on rend intelligible pour nous, à ce moment-là, on peut recouvrir une capacité et se réapproprier sa capacité aussi à enfanter. On en est loin du compte. Hein. Ouais, on en est pas, hein, parce que pour l'instant, quand vous allez voir un généraliste ou un gynéco, il vous dit attendez, là vous êtes gentil, ma petite dame, mais l'horloge tourne et vous êtes mal parti. Donc eux, ils prennent les statistiques, taux de fécondité qui diminue, voilà, à partir de 30 ans, ça diminue gentiment. Donc ils vous disent ça comme ça. Hein. C'est pour ça que les femmes qui arrivent chez moi après disent « Oh là là, j'ai entendu, il m'a dit ça. J'avais fait une forme de déni souvent. Hein. Il y a une forme de déni. Oh là, oh, c'est pas grave, j'avais 32, 33, 34, mais bon, j'ai fait comme si, j'ai fait genre, j'ai fait oh, c'est pour plus tard. Ben, voilà. Après, il n'y a plus de déni. Tu vois. 38, 39. Effectivement, pour l'instant, c'est 40, 41, mais après, peut-être que ça va déborder encore. Enfin, j'en sais rien. Après, se pose la question qui est pour les enfants. Parce que les enfants qui ont des parents sur le tard, c'est pas terrible non plus. Merci d'éteindre vos téléphones.
Voilà, parce que après ça c'est aussi, voilà, est-ce qu'il y a des parents qui veulent pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des pères qui se disent, moi je veux pas avoir des gosses à 70 ans, je serais trop âgé pour avoir des enfants, pauvre petit. Donc après c'est des histoires de positionnement. Hein. Mais c'est sûr qu'on décale sans arrêt à l'âge d'entrée des naissances, quoi. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oui. Ouais, vas-y. C'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'années, les mères qui avaient des enfants à 40, 45 ans ou un peu plus, c'était rarement des premiers enfants. Oui, c'est sûr. C'était les petits derniers qu'on faisait au dernier moment. Voilà, qu'on appelait l'accident d'ailleurs. L'accident, souvent. Ouais. C'est vrai. Voilà. Alors moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le rôle de la femme de laisser une trace en ayant un enfant. Alors bon, en ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. C'était pas l'histoire de laisser une trace. J'ai jamais envisagé ça. Bon, il se trouve que j'ai des enfants. Par contre, je me suis bien retrouvée dans cette mère qui a existé rien qu'à travers ses enfants. Beaucoup en ce sens-là, donc les enfants. Et une fois que les enfants s'en vont, on se demande ce qu'on est exactement, puisqu'on a oublié complètement qui suis-je, je ne suis pas une mère. Qui suis-je, je ne suis pas une mère, je ne suis plus une... qu'est-ce que je peux être? En quoi je peux servir à la société? En quoi je peux être utile? Et qui suis-je? C'est l'identité. Hein. C'est l'identité. Alors, pour revenir là-dessus, il me semble qu'il faudrait se poser la question sur l'identité de l'individu dès le départ, plutôt que de se poser la question par rapport à un acte qui est soit la procréation, soit l'existence à travers un métier, l'existence à travers... Mais complètement vrai. Et aujourd'hui, qui suis-je et qu'est-ce que je suis venue faire là, en fait? C'est ça. Alors, déjà, qui suis-je? Parce que avant, qu'est-ce que je suis venue faire là? On n'en sait rien. Mais au moins, qui suis-je? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que mon identité se ramasse sur un thème? Et tu as tout à fait raison, c'est vraiment juste. Si je me suis ramassée sur le thème de la fonction mère, je vais souffrir beaucoup. Ça peut être la même chose si c'est effectivement... Alors c'est vrai que la fonction mère, c'est 24 heures sur 24 pendant 25 ans. Oui. Mais si c'est sur ton travail, mais ça peut être pareil si c'est un surinvestissement dans le travail, c'est tout sur le boulot. Le jour où il n'y a plus le boulot. En plus du travail, bien sûr, parce que c'est. Mais le travail n'est pas surinvesti ici. Ici, c'est la fonction. De toute façon, c'est qui suis-je si je ne suis pas et de travail et des enfants et donc un oubli complet de la vie. D'où l'épuisement total. Exactement. Je me suis oubliée, je me suis sacrifiée. Mais oui, mais à l'époque, tu pouvais pas le faire autrement parce que c'était vu comme ça. Il n'y avait pas le choix. Hein. C'est pour ça que j'invite toujours les personnes que j'accompagne à ne pas se maltraiter dans le sens de dire bah oui, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Bah non, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas voir les choses d'une autre manière. Donc c'était juste pas possible de faire différemment. Hein. Donc c'est bien d'être bienveillant par rapport à soi, par rapport à cette époque-là. Et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr que tu vois pas les choses de la même manière. Disons que mon dernier a 21 ans et c'est vrai que oui. il a plus besoin de sa maman. Oui, mais qui suis-je si je ne suis pas une mère? En quoi je me sens exister? En fait, il n'appelle que quand il a besoin de quelque chose. Oui. Donc c'est les enfants, normal. Oui. Oui, mais si je ne suis pas investie sur cette fonction, si mon existence ne passe pas à travers la fonction mère, bah, j'en veux pas à mon fils il m'appelle quand il a besoin, parce que j'en ai pas besoin en fait. Tout n'est pas sur... Je ne suis pas qu'une mère, je suis ce que je suis. Il faut déprogrammer. Complètement. Il faut complètement déprogrammer cet investissement. D'exister sans exister à travers soi. Et voilà. Bah oui. Il faudrait enlever le je suis, rester à je suis vivante, je suis ça. Mais je suis une mère, c'est une mère. Tu vois, je suis ceci, je suis cela, je suis tati, je suis tata. Et donc ça c'est l'accroche. Hein. Et du coup après je mets toute mon énergie là-dessus pour être ce que je me représente qui est bon pour moi d'être.
parce que là j'ai de la valeur si je fais ça. Et je crois que je peux être aimée si je suis une bonne mère, par exemple. Voilà. Donc je m'accomplis à travers ce rôle ou cette mission, mais du coup c'est erroné, parce que en tout cas c'est risqué, parce que le jour où il n'y a plus, je me retrouve dans un vide, dans un effondrement, dans une fracture en fait, parce que je suis identifiée à ce rôle. Et j'ai mis toute mon énergie au service de ce rôle ou de cette fonction. Donc on appelle la fonction mère avec un grand M là, tu vois. Voilà. C'est un désastre, hein. Mais bon voilà, maintenant tu peux passer à autre chose. Voilà, tu fais, tu refais ta... c'est parfait, tu vois, t'en profites. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore une question? Ou oui, vas-y. Une question, un témoignage, vas-y, fais-lui passer le micro. Vas-y, hein. Bonsoir. Donc moi, je me suis retrouvée, je me suis reconnue tout à l'heure quand vous disiez les mamans qui ont du mal à accepter le départ des enfants. Donc c'est mon cas, j'ai vraiment du mal à accepter le départ de mon petit. Donc je voulais savoir juste s'il y avait des moyens de gérer. s'il y avait comment dire, je ne sais pas si je peux dire le remède, non, c'est pas. Oui, des pistes. Une piste pour accepter ça, voilà. Eh ben, elle en a bien parlé, je trouve. Hein. C'est-à-dire une déprogrammation et sortir du schéma ou de l'idée que je suis utile si et seulement si je suis une mère. C'est-à-dire je suis utile à mes enfants, quoi. Mes enfants ont besoin de moi. Et si mes enfants ont besoin de moi, si mes enfants vont bien, si mes enfants sont heureux, égal, j'ai de la valeur, égal, je suis aimée, aimable, je suis quelqu'un de bien, donc je suis quelqu'un de bien. Et ça voudrait dire savoir que je suis quelqu'un de bien sans passer par cette fonction mère. Je suis quelqu'un, je me sens vivante, existante, animée, rayonnante, avec ou sans enfant. Mais ici, sans enfant. Donc comment je peux me sentir bien dans ma lumière, dans mes talents, dans mes goûts, dans mes passions, dans une forme d'utilité aux autres, mais pas que par le rôle de mère. Parce qu'ici, c'est identifié au rôle de mère. Et c'est ça qu'il y a une accroche avec le rôle de mère. Donc c'est ce travail de déconstruction de je ne suis pas qu'une... je suis quelqu'un de bien indépendamment de ce rôle de mère. Et du coup, quand mes enfants quittent le nid, je suis libre et je suis peinarde parce que je suis contente qu'ils soient partis parce que ça me fait des vacances. Parce que je retrouve ma liberté dans le sens de je retrouve tout le temps qui m'est disponible, que je peux utiliser pour faire plein de choses que je ne pouvais pas avec les gosses. Il y avait plein de contraintes. Ça veut dire retrouver tes talents, mais ça veut dire aussi rencontrer tes talents, rencontrer tes passions, rencontrer tes goûts, tes préférences, ce qui t'est propre. Et ce qui n'a rien à voir avec donner au mari, donner aux enfants, donner à ceux-ci. C'est pas le rôle d'épouse et de mère. Ici, c'est qu'est-ce qui t'est propre, tu vois. Ça te demande de te rencontrer. Voilà. Ça te va, ça, comme piste? Me rencontrer moi et mes goûts, plutôt que d'aller investir des rôles d'identité. Le problème aussi, je pense, c'est quand tu es une mère accomplie comme ça, merveilleuse... tu remplis ta vie. C'est pas si qu'elle soit fermeilleuse, hein, mais, elle au service. Elle est au service. Après, les autres peut-être pas, mais elle le vit comme ça. Je pense que la mère pense qu'elle fait de son mieux, tout ce qu'elle peut pour être une bonne mère. Après, les autres, ils en pensent ce qu'ils veulent, mais donc tu remplis ta vie d'enfant. Et le jour où ils partent, tu fais face à un vide. C'est ça. Et aussi voir ça comme un vide à remplir. C'est ça. C'est ça. Et le trauma, il est là en fait. Et complètement, oui. Oui, mais peut-être aussi se projeter dans l'amour de son fils, c'est une manière d'esquiver le fait de regarder qu'il y a un vide à remplir. Mais c'est ça, mais complètement, ouais. Tout à fait. Et bah oui. Il y a aussi on se cache aussi cette culpabilité. Cette difficulté de se retourner vers soi et de dire de se rencontrer soi dans ce vide. Oui, et de dire mais qui suis-je? Culpabilité. En fait, c'est peut-être juste l'effraiement de voir d'être au bord d'une falaise où il n'y a plus rien. Quoi. Mais complètement vrai, oui, d'ailleurs. C'est pas forcément l'amour maternel
qui motive. C'est ce que je viens de dire. Hein. C'est pas forcément une histoire d'amour maternel. Après, il peut y avoir un amour maternel. Ça n'empêche pas, ça n'exclut pas l'amour maternel. Trauma, je parle pas, mais si tu te poses la question, moi, je pense que c'est un trauma. Toi qui as posé la question, est-ce que tu t'es souvent retourné vers toi en disant, mais au fond, qui suis-je? Quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Quels sont mes goûts? Quelles sont mes préférences? Quelle est ma lumière? Non, moi personnellement, quand je suis là, je pense tout le temps à mon bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai harcelé pendant longtemps. Là, j'ai fini de le harceler. Donc, je me suis dit, j'arrête de harceler. Là, j'ai fait le harcèlement carrément. Et là, j'ai arrêté le harcèlement. Donc je souffre. Je dirais, il m'a appelé. Il m'a pas appelé pendant 2 jours. J'attends le 3e jour, le 4e jour, 5e jour. Donc, voilà, quoi. Oui. C'est peut-être une forme de trauma. Oui, c'est excessif parce qu'il y a un cordon qui n'est pas coupé. Et puis, il y a surtout le fait, mais qui suis-je si je ne suis pas une mère, tu vois? Qui suis-je, moi, en individu solo, tu vois? Parce que là, t'es pas en solo, quoi. T'es pas un individu, t'es pas individué, en fait. Hein. Tu vois, tu es dans un rôle. Je suis quelqu'un, si et seulement si, je suis dans un rôle de ici-mère. Oui, et puis carrément, mes gosses, les 2, parce qu'il y en a 2, ils me reprochent, ils me disent, maman, tu t'accroches trop à nous, lâche-nous la grappe, mais bien sûr, laisse-nous tranquille. C'est sûr, d'abord parce que c'est un poids pour eux, et ça leur met la pression, parce qu'ils s'inquiètent pour toi, ils se disent, mais maman, si jamais on la lâche, elle est rien sans nous. Voyage, va-t'en. Oui, va faire ta vie. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est que tu t'autonomises. Et ce que j'ai dit, c'est comme si tu n'étais, comme il dit, il y a peut-être une difficulté d'être dans le vide de soi. Si tu te retournes vers toi et que tu es dans ta structure propre, qui suis-je au fond? Est-ce que j'ai une existence et une animation? C'est moi qui dois couper le cordon, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est toi, c'est le travail, il est chez toi. Ça fera du bien à tes enfants parce que tes enfants te portent, en fait. Ils portent la responsabilité de ta vie. Parce que quelque part ils te le disent pas, mais ils s'inquiètent. Ils te disent lâche-moi, mais en fait ils s'inquiètent pour toi. Ils se disent sans nous, maman, elle va mal finir, quoi. Elle a besoin de nous, elle a besoin de nous. Ils le sentent ça depuis le début. Donc ça veut dire que tu as besoin de te faire face à toi, de te rencontrer, de te goûter, de te sentir exister, de te sentir vivante en solo, indépendamment de qui compte et d'aucun rôle, sans jouer un rôle, tu vois. Donc on est vraiment dans suis-je? Je suis ce que je suis. Ça. Merci. Ah ouais, je t'en prie. Bon. Eh ben, merci pour ce débat animé. Ah oui, tu as encore un mot ? Pardon, j'aimerais dire un truc pour conclure, pompeusement. Je trouve que ce dont on parle finalement, c'est de qu'est-ce qu'être parent. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de... Enfin, moi, mon impression personnelle, c'est qu'il y a une crise de la parentalité. Et qu'en fait, ce qu'on interroge par le fait de qu'est-ce qu'être mère, hein, c'est qu'est-ce qu'être parent. Et moi, je peux parler de mon expérience personnelle et en fait, je peux même dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'être enfant, en fait. Pour moi, c'est ça la question. Moi, mon cas personnel, c'est qu'en fait, je suis papa par accident. C'est par accident que j'étais papa. Donc, en fait, je n'étais pas amoureux de la maman. Mais par contre, ce qui s'est construit, c'est une histoire d'amour avec mon fils. Et en fait, toute la question qui me taraude encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui m'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené au fait d'être un papa comblé? Alors qu'en fait, j'avais pas du tout envie d'être parent. Et aujourd'hui, ça m'interroge vraiment sur le fait de la rebelote, quoi. Là, ça me semble une évidence que j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants, et pourtant, c'est quand même une question qui me questionne tous les jours et toutes les nuits. Vous êtes comme les femmes qui viennent me voir au cabinet en me disant bon là je passe, absolument. Là je passe, j'ai l'horloge biologique et... on va discuter peut-être après, avant de venir à votre cabinet. J'ai la pression, il faut que j'en fasse un deuxième peut-être avant qu'il ne soit trop tard, c'est ça? Non, mais peut-être qu'avant de venir à votre cabinet, on en parlera tout à l'heure. Mais cette fonction mère comme cette fonction père, c'est-à-dire ce goût d'être un parent, d'éduquer, hein, qui est aussi de transmettre, d'éduquer, d'accompagner vers l'autonomie. De s'entendre avec l'autre parent aussi. Moi, je trouve que c'est une question qu'on n'aborde plus aujourd'hui. Ça serait un autre sujet, ça, de conférence, qui est la fonction de parent. Voilà. Mais c'est vrai que des hommes aussi peuvent sentir ce goût de la parentalité. Et d'autres sont pas du tout. On parle de famille. Enfin, moi, personnellement, je parle de famille. Hein, ça fait très old school. Mais en tout cas,
même s'il n'y a pas l'amour, parce que moi ce que je dis clairement, c'est que il n'y avait pas l'amour avec l'autre parent, mais il y a une entente de fait, oui. En tout cas de mon fait, par étaiement de la volonté de construire non, mais tout à fait. un enfant, et qui en fait quelque part est aussi l'enfant que je me projetais moi, et qui peut-être... voilà, mais ça c'est encore on en revient. Donc ça c'est votre histoire personnelle et tout à fait, il y a des hommes comme vous qui ont ce goût de la parentalité et qui se questionnent, et à contrario il y a des couples qui pour des raisons XY n'ont pas fait d'enfants sur le tard et qui vont très très bien et qui disent mais il faut arrêter de nous foutre la pression comme quoi on a raté notre vie, voilà, on est des moins que rien, enfin je sais pas quoi, forcément on a loupé le coche quelque part, donc voire on les juge quoi, hein, on les critique, on les juge parce qu'ils n'ont pas fait d'enfants et que c'est dramatique, enfin je sais pas quoi. Voilà. Donc de nouveau, je trouve qu'il y a des personnes qui ont renoncé et qui ont fait le choix, qui n'ont pas renoncé, de ne pas faire d'enfants et qui vont très très bien, qui sont très heureux là-dedans. Donc il n'y a pas un bon choix, c'est ça je voudrais conclure avec ça, il n'y a pas un bon choix, il n'y a pas un mauvais choix, il y a vraiment, quand vous êtes en souffrance pour moi, du désir de faire un enfant et que l'heure passe et que du coup vous êtes à deux doigts de faire un deuil, interrogez-vous sur de quel endroit ça part que vous voulez vraiment faire un enfant, et est-ce que vous ne pouvez pas vous déprogrammer, c'est-à-dire enlever ce schéma à condition de comprendre de l'endroit d'où ça part. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de garder cette idée en tête, ou est-ce que c'est pas un truc qui vous fait souffrir avec des regrets à la clé sur la fin de votre vie? Voilà, c'est ça. Bon, merci à vous d'avoir été vraiment participatif hein, dans ce débat sur ce sujet. Et puis, voilà, moi je vais rester encore quelques temps avec vous. Sinon, vous pouvez allez voir, j'ai d'autres conférences sur mon site, hein. J'interviens aussi, j'anime des stages sur la relation amoureuse, sur le tantra, enfin je fais plein de choses. Donc bienvenue à vous pour soit une autre conférence, soit sur un plaisir de vous croiser, soit dans mon cabinet, soit dans un stage. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci.